Every hour. Juste du bon stock. Radio. Boum, boum, boum. Voilà, Jeff Fillion, on est dans les nouveaux studios de radiopirate.com. Ben oui, on est déménagé encore. Des beaux studios. On a fait ça, c'était pas prévu. On a fini hier après-midi et on a décidé de déménager. On avait un petit problème technique avec beaucoup d'air, beaucoup de bruit dans un local. Donc, c'était quasiment impossible maintenant de travailler. En fait, c'était impossible de travailler. Puis en plus, on gelait. Jerry habillé en manteau d'hiver pour faire de la radio. Je veux dire, c'était pas idéal. C'est sûr que c'était pas idéal. En shape, mon ami Jerry, oui, yes? Oui, Même chose pour Mr. White. J'ai pu travailler pas de gants aujourd'hui. Ah, c'est pas pire, ça. Parce que des gants sur un clavier, c'est un peu tannant. Hein? C'est bien tannant. On aura aujourd'hui beaucoup de stock. D'abord, je veux saluer les gens qui nous envoient encore des photos sur Burger à radiopirate.com. Donc, et aussi les gens qui le font sur les médias sociaux. J'ai des gens qui m'écrivent directement, qui m'envoient ça. Donc, vous avez été faire un tour dans les deux cosmos pour bouffer le burger à Jeff, le burger américain à Jeff, qui est tout simplement écœurant. Donc, vraiment hot. Le plus drôle, c'est que plus ça va, plus j'ai des photos avec beaucoup de monde à la même table avec un burger. Oui. Là, la marque à battre, c'est 8 présentement. Là. Oui, on a eu 2 fois 8. 2 fois 8. On a eu 2 fois des photos de 8 personnes qui ont pris le burger. On a quasi vendu dans une semaine 500 burgers. Donc, les gens du Cosmos trippent bien raide. Donc, si ça vous tente d'aller manger le burger à Jeff, vous le faites dans les deux Cosmos. C'est jusqu'à la dernière journée du mois de novembre. Et pour le tirage, pour les photos, la date limite, c'est le 21 parce qu'on fait le souper le 23 novembre qui s'en vient. Régent est stand-by. On va parler de plein d'affaires avec Régent. C'est sûr qu'on va parler de tennis parce qu'il est arrivé quelque chose de hot ce matin. Jerry, c'est ça, hein, qui est arrivé un peu plus tôt ce matin. Aliassime a gagné contre Nadal. Exactement. Donc, on parle de ça avec Reg un peu plus tard, puis de plein d'autres sujets. Vous savez qu'avec Reg, ça déborde pas mal. On a Joe Hamel. Avec Joe, on va certainement parler des midterms. Je veux parler avec lui de la compagnie de la FTX, plateforme de crypto, ben oui. FTX, qui a tombé. Et c'est sûr qu'on va parler un peu de masque parce qu'il y a une tentative assez intrigante de voir les journalistes. C'est intriguant la manière que ces gens-là fonctionnent. Et moi, je continue de penser, puis peut-être que je me trompe, mais je continue de penser que la gauche, les médias, et les journalistes activistes, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont revendiqué. Ils ont fait un congrès, puis ils se sont dit, on veut pouvoir exprimer qu'on a un rôle dans la société, nous sommes des activistes, et quand on vous présente des textes, ce ne sont pas des textes qui sont de l'information pure, mais ce sont des textes tendancieux. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Je vous le dis depuis des années. Je le sais depuis des années. Mais ce que je vous dis, c'est que les journalistes ont tenu un congrès il y a quelques semaines et c'est carrément ce qu'ils ont demandé de faire. Ça, c'est complètement pété. Donc, ils n'ont même plus de honte. Ils n'ont même plus à se cacher. Ils l'avouent candidement qu'ils sont des gens qui ont un agenda. Ils ont un agenda politique. Mais l'agenda, le plus gros des agendas qu'ils ont, puis dans une certaine mesure, ils gagnent avec ça. On le voit, là. On l'a vu pendant l'élection au Québec. Je pense qu'il n'y a pas juste les journalistes québécois. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose au Canada anglais. Donc, ils ont réussi avec les élections. Donc, ils réussissent quand même à gagner, puis leur stratégie fonctionne, mais elle est de plus en plus, claire. C'est de nous diviser. Tu sais, entre vous et moi, là, les journalistes, ils le savent très, très bien. Ils savent là, que on ne peut pas éternellement, en se faisant des accrocs, en inventant toutes sortes de catastrophes. Là, on est dans le mood, on a inventé des catastrophes. Là, on est dans les triples, c'est la triple pandémie, OK? Donc, influenza, COVID, d'autres également, virus respiratoires. Donc, c'est le triple deck, comme on dirait. On a 3 couches, 3 boules sur le corso. C'est exactement ce qu'on vit. Ces gens-là, dans le fond, ils savent pourquoi. Ils savent que c'est parce qu'on s'est caché. Ils savent aussi que c'est parce qu'on a un système de santé qui est complètement fini et que personne ne fait rien pour le changer. La vérité, là, même si on vous dit qu'on est en train de faire quelque chose,
Ils font le rien. système de santé, c'est le même et même probablement pire que c'était il y a 2 ans. Puis vous annoncez une très mauvaise nouvelle que peut-être vous savez déjà, c'est que dans 2 ans, le système de santé il sera soit pareil ou pire. Donc, pour eux autres, ils savent très bien qu'on ne peut pas éternellement faire des sacrifices, faire des ci, faire des ça, juste au nom de sauver le système de santé. Quand ferme l'hôpital, qui bête la clé dans la porte. À un moment donné, tu dis au monde, venez pas à l'urgence. C'est quoi, venez pas à l'urgence? C'est une urgence. Ils nous sont rendus à nous demander d'appeler le 811. Ça veut dire, c'est pathétique. Là. Il n'y a pas de pays sérieux qui fait des affaires de même. T'es malade, puis... c'est unique au monde, ça. En ce moment, c'est unique au monde. Sérieux, c'est carrément unique au monde. Mais, sais-tu quoi? Ils savent ce qu'ils font, OK? Ils sont pas niaiseux. Ils vivent pas sur une planète où ils ont, je dirais, Tiger est excité. Madame Poubelle vient de rentrer dans la place. Donc, Tiger jump par de sa console. Oui, Tiger. Il accueille tout le monde. Non, il est d'enfer. Et pourtant, ça dure, peut-être pas avec sa maman, mais avec les gens qu'il ne connaît pas, ça dure 15 secondes max. Oui. Il veut juste aller dire salut, il revient à sa place. Mais avec sa maman, c'est autre chose. Donc, les gens qui font ça, là, l'histoire des masques, ils le savent très bien. Là. Ils savent tout ce qui arrive. Tu sais, moi, j'ai mes raisons pour ne pas le porter le masque. Je ne le porterai pas. J'ai mes raisons à moi. On s'en parlera un peu plus en détail si jamais on va plus loin dans cette histoire-là. Mais le but ultime, c'est de nous diviser. C'est encore, et c'est toujours ça. C'est toujours. Le but, c'est de diviser. Ils identifient les gens qui sont corrects. Ils s'identifient entre eux. Eux autres, ils sont plus intelligents. Ils ont des meilleures valeurs. Ils sont plus éduqués, etc. Et les autres, c'est les caves. Des sans-cœurs. Des sans-cœurs, des égoïstes, des pas brillants, des édentés. C'est ça sur tous les sujets et ça inclut le masque. Donc, quand il y en a un qui part, l'élection part, ou là, les midterms viennent de finir, parce que, tu sais, entre vous et moi, là, de voir des anti-américains s'intéresser aux élections américaines, c'est quand même drôle. Ils s'intéressent zéro aux élections américaines. Ils sacent bien raide de ce qui se passe aux États-Unis. Mais ça leur donne une poignée pour diviser et créer les deux groupes qui veulent. Le groupe des bons et le groupe des méchants. Le groupe des grands de ce monde et le groupe des tarlats. C'est ça qu'ils veulent. Les masques, c'est juste ça. Parce qu'ils le savent que s'ils réussissent à avoir le débat... Ils sont conscients que probablement que le gouvernement n'ira pas imposer le masque. Mais ils sont conscients qu'en parler de cette manière-là, ils vont instaurer le port du masque quasi obligatoire et qu'ils vont pouvoir s'amuser avec ça, un peu comme le passeport vaccinal et les vaccins, pendant des semaines, si ce n'est pas des mois, à identifier les gens purs et les teutons par excellence. Donc, les gens masqués seront les bons citoyens, les gens brillants, les gens qui se fient à la science, et les autres, on sait bien, gang de cave, gang de ci, gang de ça. Donc, vous le savez, c'est carrément ce qu'on a comme patente. Et c'est même plus subtil. C'est ça qui est le plus triste, c'est que ça ne l'est plus pantoute. Donc, voilà, on aura malheureusement l'occasion d'en reparler pas mal parce que ça va être le sujet de guerre pour au moins une semaine, si ce n'est pas 2 semaines, et ils sont capables d'étirer ça. Parce que le but ultime, c'est d'avoir de l'intérêt, c'est d'avoir de l'attention, c'est de pouvoir viser les gens qui veulent, avec une liberté extraordinaire, de prendre les mots les plus lourds. Aussi, c'est d'avoir des clics, c'est d'avoir il y a un gain financier derrière cette patente-là. Donc, ça risque d'étirer pour une couple de semaines facile. On est dans la boîte parce qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous ai dit Régent, Joe et aussi la poubelle à Jeff pour finir. Donc, on fait un bout de boîte en ouverture. Le tremblement de terre à Montréal, c'est-tu des changements climatiques, ça? Je sais pas. Non, mais parce que j'ai pogné une chronique à un moment donné. C'est une joke. Mais là, 3,7. Je sais qu'il y en a qui l'ont senti. Bon, c'est ça. Il y en a qui l'ont dit carrément quand c'est arrivé sur Facebook, je l'ai vu. Avant que ce soit public, il y a des gens qui ont dit il vient d'avoir un ça brosse une petite affaire. C'est ça. Un genre de petite vibration le fun. Là, un genre de petit quand même pas pire. Donc, pourquoi tu penses que c'est lié au changement climatique? Ben, si je lis un article de Radio-Canada de l'année passée, il parlait des changements climatiques puis tout ça. Puis il parlait de l'année 2010 parce que d'autres, ils parlaient des les décès que ça l'amène, hein, les changements climatiques puis tout ça. Puis dans la chronique... Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui est
C'est spectaculaire. Ils ont rajouté le tremblement de terre de 2010 en Haïti, qui avait fait beaucoup de morts. Donc, dans les affaires de peur, il y avait même, à l'époque, je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, mis le tremblement de terre dans les affaires de... En fin de semaine, tu as... Mais je suis surpris. Gilles Briand. Oui. Gilles Briand, c'est le gars, c'est le retraité d'Environnement Canada que les médias ont trouvé parce que lui, il a excessivement peur des changements climatiques. Donc, c'est pas Carlos Ramirez qui est là, c'est pas un autre, c'est lui parce que lui, il a peur. Lui, il a vraiment peur. Et là, il y a quelqu'un qui écrit « Hey, coudon, j'ai vécu une tornade au Québec au mois de mai dans les Laurentides, puis là, je suis en Floride, puis je viens de vivre un ouragan au mois de novembre. » Et là, lui, il répond « Ouais, si les gens étaient conscients que toutes nos habitudes et tout ce que nous consommons a des répercussions. » Alors que, c'est pas vrai. Le gars, il disait que ça n'arrivait jamais, en novembre. Mais non, c'est pas vrai. En 85, il y en a eu une. C'est rare en novembre, mais la saison des ouragans, ça finit le 30 novembre. Là. Ça commence le 1er juin et ça finit pour le 30 novembre. La fenêtre est là. La fenêtre est là. C'est sûr que s'il y en a une en novembre, ça ne sera jamais de catégorie 5 parce que la température de l'eau diminue. Donc, c'est souvent de catégorie 1 ou elle est sur le bord des tempêtes tropicales. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, il n'y a rien là-dedans. Les fronts froids, c'est la même chose. Les fronts froids du printemps ou ceux de l'automne où tu as des poches d'air chaud intense et des poches d'air froid intense, c'est là où ça se frotte et c'est là où il y a des tornades. Ça, c'est un autre ballgame. Là. Mais la bonne nouvelle pour vous, un peu comme j'ai répondu à ça, j'ai dit, voyons, c'est triste de voir quelqu'un de si émotif nous parler d'un sujet important et surtout un genre de scientifique qui nous dit un peu n'importe quoi. Je veux dire, si la Terre se réchauffe et qu'on a de moins en moins d'air, de poches d'air froid, comme eux le disent, parce que les poches d'air froid viennent soit de l'Antarctique ou de l'Arctique, bien, si on en a moins, il y aura moins de tornades. Donc, c'est peut-être ça de gagner. Dans les changements climatiques, qu'il y a toujours eu, by the way, il y a du bon et du mauvais. Moi, j'aurais capoterais plus de savoir qu'on s'en va vers une ère glaciaire qu'un réchauffement de 1,5 degré. Mais ça, c'est moi. C'est que les catastrophes naturelles sont toutes mises dans le même sac. C'est ça. À un moment donné. C'est ça, c'est malade. Mais c'est parce qu'eux autres, le but, c'est de continuer à répéter qu'il y a des centaines de milliers de morts en raison des changements climatiques. Ce qui est complètement faux. C'est complètement ridicule. C'est encore... Mais sais-tu quoi? Ils vont finir par le rentrer dans la tête du monde. Ils ont la technique. Il y a même du monde qui ont peur de faire des enfants pour le futur. Donc, ça, c'est spécial. Oui, je vais le faire entendre dans la poubelle à Jeff. Oui, OK. Garde ça pour la poubelle. C'est assez spectaculaire. Hey, l'histoire des permis de conduire. Je ne sais pas. J'en ai parlé, c'est drôle parce que j'ai parlé de ça avec ma blonde. Parce qu'à l'époque, mon beau-père avait eu un petit problème cognitif. Il était âgé, mais tu sais. Puis, à un moment donné, il a fallu qu'il passe un genre de test supplémentaire pour garder son permis de conduire. Puis le test avait dit, oui, il est OK, il n'y a pas de problème. Puis ça faisait, bon, il avait gardé son permis de conduire encore quelques années. Puis ça faisait bien son affaire. Parce que se faire enlever son permis, il faut le dire, c'est dole. Là. Mais là, la nouvelle patente, c'est automatiquement, ils vont t'enlever ton permis de conduire. Boum. Quand le médecin, il y a un petit doute, là, petit problème, boum, permis de conduire vient de sauter. C'est à toi d'aller prouver que tu peux peux l'avoir encore. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je veux dire... Moi, je pense que c'est correct. Ben, moi, je trouve pas que c'est correct parce que c'est dans les mains des fonctionnaires. Combien ça va me prendre de temps avant d'avoir mon rendez-vous? Ah non, sont-tu au bureau? Bon. Sont-tu à la maison? Ah, arrête, sont-tu... Puis non. Je comprends. Non. Je comprends. Je comprends. Il n'y aura pas un service dédié pour aider ces personnes-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont âgés, qui roulent un char qu'ils ne devraient pas? C'est clair que oui, il y en a plein. Surtout dans une société vieillissante, ça devient un problème. Mais mettre la solution dans les mains du gouvernement et des fonds. J'avais pas pensé à ça. Oh my God! J'avais pas pensé à ça. Donc, toi, tu penses toujours un peu plus loin. Hey, Netflix en bourse. Présentement, est à son plus haut en 7 mois. Netflix, si on regarde le graphique de Netflix, il est parti, là. Là, il est reparti. Le stock a pris 100$ de la mi-octobre à aujourd'hui. Quand même pas pire. 214$ à 314$ dans ce coin-là. Exactement. Donc, Netflix, c'est vraiment sur une drive. Là. C'est le comeback en bourse de Netflix. Je dis comeback. Le plus haut à vie, c'est 700$, je comprends, là. Mais c'est un beau comeback quand même. Puis là, Bank of America sont positifs sur le stock.
Ils ont très confiance. Puis moi aussi, je pense que c'est une bonne affaire. Le Netflix avec publicité à prix abordable. Moi, je vais le prendre. Ça, c'est garanti. Là. Moi, je ne paye plus 24$ pour Netflix. Là. Je suis tanné. Moi, si faut que tu me montres que si tu payais 22$ avant taxe, que si tu prends celui à 6$, que le consommateur va consommer pour plus que, mettons, je ne sais pas, je t'ai dit 18$, plus que 16$ de pub. Donc, en bout de ligne, si tu achètes de l'action, faut que dans la décision des gens qui vont le faire, il faut que ça soit payant pour la compagnie. Si finalement, tu as 50 millions de personnes qui coupent leur abonnement au tiers du prix, puis que finalement, quand ils consomment la publicité, cette publicité-là, pour chacun des abonnés, rapporte 5$ je comprends ce que tu veux par dire. mois, bien là... Mais Netflix mise, c'est ça l'affaire, c'est que les analystes misent, eux autres, oui, il y a une partie des gens qui vont prendre le service moins cher, qui sont déjà abonnés, sauf que ça va ramener du monde. Il n'y aura plus de abonne, désabonne, abonne, désabonne. OK, peut-être. Donc, ça va amener une crowd qui jouait dans l'abonnement et qui vont arrêter de jouer dans l'abonnement parce qu'ils vont trouver que le prix a de l'allure. Je pense que c'est 6,99 US. Canada, ben, c'est toujours 10$, c'est toujours beaucoup plus cher. Je ne sais pas comment ça va être ici. Hey, l'histoire du... C'est juste un flash que j'ai eu comme ça. Bruno Marchand, notre maire qui est à Paris, qui est allé aussi voir une autre espèce de train là, dans le nord de la France. Moi, je suis écœuré de ces affaires-là. Moi, de voir des politiciens locaux sur le bras des contribuables aller se faire des voyages, puis que finalement, il ne se passe rien dans ces voyages-là. Ils traînent avec eux autres 3 journalistes, puis qui règlent des histoires locales à partir de là-bas. Ça, c'est pas rien que lui, là. Ça a été fait avec... La Bombe était spécialiste là-dedans. Il invente des patentes. Restez donc ici. Sacrez-nous donc patience avec les histoires d'ailleurs. Mais là, il est en France, puis il nous parle. Là, il est en France, puis il nous dit que... c'est sûr, il amène les journalistes avec lui. Les journalistes, il faut qu'ils fassent du papier. Mais l'histoire du surtourisme, Québec, il ne veut pas que Québec soit un genre de Walt Disney en carton. Le surtourisme. OK, parfait. Il veut limiter les débarquements dans le port de croisière. Mais il y a juste une affaire que je ne comprends pas. Il voulait les Olympiques il y a 2 semaines. Oui. Moi, je pense que M. Marchand, il veut comme trop d'en faire. Non, c'est parce qu'il veut plaire à tout le monde. Il veut plaire aux journalistes, il veut plaire aux gars qui veulent les Olympiques, il veut plaire. C'est un gars qui veut plaire. Parce que si c'est vrai, en arrivant de Paris, il y a probablement une 50aine de fonctionnaires qui travaillent dans les affaires de tourisme. Ben oui. Il y a des organismes que lui finance. Oui. Bien il arrête le financement là, qui crisse tout le monde qui est relié à la Ville de Québec dehors, qui est impliqué pour la dans le patente de tourisme. Et toutes les affaires des activités dans lesquelles ils sont impliqués pour amener du tourisme. Terminé. Goodbye. Et le centre des congrès, tu me mets la clé dans la porte là-dedans, puis tu fais un hôtel. Venez pas nous voir. On veut pas rien savoir. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois conséquent de ce que tu dis, là. Tu sais, je veux dire, on a des campagnes de pub. Le Québec en entier, la Ville de Québec a des campagnes de pour faire venir du monde. Ils achètent de la pub sur Google. Ils achètent de la pub sur Google pour inviter le monde d'ailleurs à venir ici. By the way, quand tu as 12 vols par jour à l'aéroport de Québec, tu n'as pas de problème de surtourisme. Du tout. Zéro problème. Il y a 12 vols, là. 12 vols internationaux? Ben, à peu près. Là, ouais. Attends, non, j'ai inclus même du local, voilà. Calgary, Vancouver, des patentes de même. Les taxis ne veulent même pas aller à l'aéroport. Non. Tu sais, les stationnements de chars usagés, il y a 7 chars. Là. Oui. Pas chars usagés, de chars à louer. Un de chaque couleur. Il y a 7 chars. Tu t'en vas dans une place où il y a du tourisme pour vrai. Tu arrives chez Budget, il y a 5000 chars dans la cour, il y a du monde au comptoir, puis ça roule, puis ouais, donc. C'est un autre game, là. C'est une autre affaire. C'est n'importe quoi. Dernière petite affaire. Vite. Gisèle. Je comprends, Gisèle, elle a perdu beaucoup de sous dans la patente de crypto-monnaie, mais c'est pas ça que je veux te parler. Gisèle est nouvellement, Gisèle Bündchen, la Brésilienne, la femme à Tom Brady, l'ex. Mais là, elle est célibataire. Mais t'as un peu, là. Quand je vais te résumer ça, elle a des... Attends une minute, là. Elle a des... Elle vient de laisser Tom. Ben oui. Là, je l'ai dit à ma blonde hier. Elle a déjà que les enfants qu'un autre. Elle est avec Joaquim Valente. Mais elle a eu son premier orgasme brésilien depuis au moins 15 ans.
Oh, c'est lui, il est brésilien. C'est un Brésilien. Oui, il fait du jiu-jitsu. Yes, c'est un gars qui est installé dans une... J'ai demeuré dans sa ville, Pembroke Pines, Oui, Florida. bon, il y a un studio, là. Oui, c'est le coach à Gisèle depuis 2 ans. Oui. Oui. Mais est-ce que tu penses qu'il y a eu des genres de petites prises, des prises physiques entre lui et elle Écoute, ce qu'on nous pendant dit, les entraînements? Ce qu'on nous dit, c'est que le joueur de football, donc Oui. Tom aime les ballons mous. Oui. Mais elle aime pas ça mou. Non. Elle aime ça plus dur. Je comprends. Donc, avec Tom, c'était peut-être pas trop brésilien comme mood. Et là, elle vient de trouver quelque chose de pas pire. Mais une femme qui présente ses enfants au monsieur, automatiquement, ils sont ensemble. Ah oui, C'est sûr. là. C'est drôle, c'est ce que j'ai dit à ma blonde hier soir. J'ai dit, elle a déjà présenté... Écoute, ils sont au Costa Rica. Oui, ils sont allés manger au restaurant Ils ensemble. sont allés manger au restaurant, mais elle est avec les 2 enfants. Oui, ça, c'est fait. Ça veut dire que c'est fait. Regarde. Hey, Régent Tremblay, stand-by. Reg! Vous êtes sur Radio Pirate Live. Ouais, de Beau son soleil. téléphone. C'est sûr qu'il va sonner. Là. Ah oui, tu penses? Ben, c'est 1 à 2 fois par chronique. Facile. Le téléphone à Reg sonne aux 10-15 minutes, donc le calcul est facile à faire. Joe Hamel aussi. On a la poubelle à Jeff un peu plus tard sur Radio Pirate Live. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Joe Hamel dans quelques instants, ici même sur Radio Pirate Live. En ce mardi, full soleil, stand-by pour la première tempête de la saison. Demain, 10-15 cm, tout dépendamment de où vous êtes, OK? Régent Tremblay est déjà branché, donc on va aller le rejoindre. Présenter notre chum Régent est présenté par nos amis de Fire Barns. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barns. Fire Barns. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent, est-ce que tu es encore en Floride ou tu t'en viens vers Montréal? Tu es déjà arrivé vers Montréal? Ben là, je m'en viens le 22. J'ai commandé sur Amazon 50 masques. Oui. Au cas où. Oui, parce que j'ai deux gros galas de boxe à couvrir. Ça fait que Ouais. j'ai l'impression qu'on va me demander de... moi, alors, remarque, les gens, ils perdent pas au change. Je peux pas dire que c'est une grosse perte pour l'humanité, là, le masque. Mais quand même, tu sais, je me prépare au pire. Est-ce que dans le sens que, tu veux pas, t'es parti depuis 2 mois, c'est pas un sujet que tu entends parler ben, je sais que tu es branché, puis tu lis tous tes médias tous les matins, mais c'est dur de t'imaginer qu'on parle encore de ça là. Ben non, mais j'ai lu José Legault ce matin, ma collègue, ma consoeur. Oui, qu'est-ce qu'a dit José Legault ce matin? Journal de Montréal. Oui. Peut-être, c'est pas compliqué, c'est le masque. OK. Ils ont l'air tous... on dirait- souvent, ça me donne le feeling. Je sais qu'on a parlé un peu la semaine passée là, de ça, mais puis dans le sens que c'est la nouvelle génération. Ben écoute, José Legault, c'est pas la nouvelle génération. Non, je veux dire. non. Mais on a l'impression qu'ils ont un groupe Messenger ensemble, ou peu importe le moyen de communication qu'ils ont, puis on dirait que ça part tout en même temps. Ça, c'est très louche. Ça arrive tout en même temps. Ils ont à peu près toute la même manière de l'exprimer. Ça se ressemble pas mal. On dirait qu'il y a souvent une stratégie derrière un genre de plan de dire, regarde, c'est ça, là, on s'en va contre le gouvernement, on impose le masque. C'est comme bizarre de manière que c'est fait. Ben, c'est soit qu'il y a collusion, ce qui est toujours possible, il ne faut pas se tromper. Soit donc qu'il y a collusion entre le gouvernement et les médias. Mais tu sais, regarde, la manchette, c'est qui a peur d'un simple masque? Oui. T'sais, puis là, tu vois le monde qui vomisse du verre, puis tu sais, puis là, quelqu'un qui, c'est épouvantable, c'est plus dégoûtant que la pub sur les cigarettes. Puis là, tu sais, elle commence en disant, en Occident, l'hyper, ça c'est toi là, Jeff, oui. l'hyper-individualisme à la coine dure. OK. Ouais. Puis là, le monde, met à la seule condition, tu sais, mais
je te dis pas qu'elle a le droit de penser ça, là. Elle a le droit d'écrire ce qu'elle veut, mais je trouve que c'est très, très, très révélateur parce que José Legault, ça a travaillé au gouvernement. Ouais. Ça a travaillé, c'était une penseur politique. Oui. Ça faisait partie de l'avant-garde. Oui. Donc, le gouvernement décide, vous devez être docile. Moi, c'est un peu ça qui me dérange. J'ai fait un tweet juste avant l'émission de ce matin, avant qu'on fasse Radio Pirate Prime. Puis, c'est bien simple, mais c'est parce que c'est rendu à 1300 likes en l'espace de quelques heures, donc j'imagine que ça rejoint beaucoup de monde. J'ai dit, moi, ma job, c'est pas de sauver le système de santé, c'est au système de santé de me sauver si j'en ai besoin. Si on m'exige de porter le masque, ça confirme que l'assurance santé universelle québécoise est une fraude. 1, remboursez-moi si vraiment le système de santé dépend de ce que je porte le masque ou pas. Puis 2, il n'y aura pas de masque pour moi. OK, moi, c'est décidé. Là. Moi, il n'y aura pas de masque. Moi, j'ai fait ma part. Tu sais, à un moment donné, là, on a été 2 ans et demi pour sauver le système de santé. On me dit, comme citoyen, tu dois sacrifier des droits que tu penses ou des valeurs qui sont pour toi fondamentales. Tu le fais au nom du collectif. Mais là, attends un peu. Là, on est rendu quasiment en 2023. Cette histoire-là a commencé en 2020. Enough is enough. S'ils ne sont pas capables de mettre le système comme du monde, puis s'ils nous demandent de payer à chaque semaine, pareil, sur nos payes, un gros montant d'impôts et de taxes de vente, puis de toutes sortes de frais qui arrivent ici et là, sur la boisson, l'essence, etc., puis ça nous prend 50 milliards, bien, c'est un schème de Ponzi à patente, là. Ça ne fonctionne pas. Bien, si ça ne fonctionne pas après 3 ans, puis on sait que ça fait 15 ans que le système est probablement complètement à terre, bien, sacrément, enlevez-vous de là, puis donnez ça à quelqu'un qui connaît ça, là. Regarde, je vais te lire. Je ne suis pas Radio-Canada, là, mais je vais te lire. Tu sais, elle dit c'est quand la plupart des gens le portent, son efficacité en parlant du masque augmente. Encore faut-il toutefois l'imposer. Puis elle conclut en disant le vrai gros bon sens ne serait-il pas le retour temporaire du masque obligatoire dans les lieux publics clos? L'aréna de Shawinigan le 16 décembre, là, ça va être clos. Oui. À moins qu'il laisse toutes les portes ouvertes s'il fait moins 20, je ne sais pas. C'est ça, mais moi, j'ai le 1er décembre, je pense pas qu'ils vont avoir eu le temps de le mettre obligatoire, c'est Kim Clavel, à Place Belle. Puis je regarde partir l'étiquette, là, je pense pas qu'il va y avoir une grosse contagion. Mais le 16 décembre à Shawinigan, il va y avoir 5000 personnes, puis tu es à Shawi. Le 16 décembre à Shawi, je peux-tu t'annoncer en primeur que le virus va être noyé? Oui. Mais c'est dur à comprendre, pareil, dans le sens que... Puis, by the way, là, je le dis, là, le 25, j'ai mon rendez-vous à 11h moins quart à la clinique de Marc Beauchamp, qui est le frère de Donald Beauchamp, l'ancien VP du Canadien. Lui, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est sorti du système. J'ai besoin d'une infiltration dans l'épaule gauche. Bien, si j'ai pris mon rendez-vous dans le privé, j'aurais pu avoir ça dans le public dans ce mois. Mais là, cette semaine-là, là, la semaine du 25, ben, du 21, je paye mes impôts, puis je rajoute 370. Oui, c'est ça. C'est ça qui va arriver. C'est ça. C'est ça. C'est carrément ça. C'est pas d'autre chose. Mais d'où ça vient? C'est un classique. C'est un classique. À tous les fois, hein? On peut pas avoir une chronique sans que ton téléphone parte. Ça serait une chronique poche. Moi, je te le dis. Non, mais tu peux pas passer une demi-heure sans que le téléphone parte une couple de fois. C'est sûr. Ben, c'est pour ça que la demi-heure est trop courte avec toi. Oui, exact. Mais promets-moi ne faire jamais de changer ta sonnette parce que là, ça se capera pas tant. Ta twin est trop bonne. Mais si je reviens à ça, ce qui me fait capoter, c'est de voir comment ces gens-là se sentent, je sais pas, ils ont comme un genre d'aura au-dessus d'eux autres qui leur permettent de décider pour tout le monde. Je sais pas, les libertés individuelles, ils ont beaucoup de misère avec ça. Aussi, moi, je veux dire, je suis rendu à 55 ans, OK? Je comprends, là, je le disais à Jerry ce matin, puis à Mr. White, je comprends que si je suis malade, OK, dans une période là, où on appelait ça la triple épidémie, c'est rendu qu'il y a des épidémies partout, si je suis malade, bon, ben, je suis assez intelligent que je ne viendrai pas ici. Non, mais tu as payé toute ta vie pour te faire soigner. Ben oui, c'est ça. Exact. C'est tout. C'est déjà payé. Réalises-tu que tu es au crédit? C'est que tu as eu comme une grosse maladie, toi, là? J'ai rien eu à l'état, là. Bon, j'ai eu des bras cassés au hockey 3 fois.
Mais ça, c'est un plat. Ça serait... Dans le temps, ça coûtait à peu près 800 $. Bon. Ouais. J'ai pas été pour la peine, ben. Je paye des impôts assez solides depuis l'âge de 16 ans. J'ai fait mes premiers gros salaires à l'âge de 16 ans. T'es au crédit. Tu vas te rendre jusqu'à 88 avant de défoncer ton budget. C'est ça. Si je le défonce, peut-être qu'il va arriver... Peut-être qu'il va m'arriver pas trop de maladies, que je vais mourir en dedans de 2 mois à la fin. C'est ça. Tu sais, on ne sait pas. Mais tu sais, c'était pas du tout le sujet prévu, mais je veux juste... j'ai écrit... ça doit être la première grosse crise du tabac. Quand ils ont sorti la publicité des compagnies de tabac du Grand Prix du Canada, qui s'appelait, rappelle-toi, à un moment donné, le Grand Prix Players. Oui. Puis tu avais les internationaux de tennis du Maurier. Qui a tué, by the way, qui a tué Vous savez, il y a des peuples qui ont une facilité à bien conduire dans des courses automobiles. Je pense que les Québécois, comme les Brésiliens... La filière Players, c'était incroyable. Ben oui. Et la filiale Players, en étant partie, il y a des camirants, il y a des camirants qui n'ont pas été... C'est ça. Tous des gens qui ont profité de ça. Imagine-toi le nombre de jeunes qu'on aurait soit en NASCAR, soit en Indy ou encore en F1 aujourd'hui, qui n'arriveront pas. On ne les aura jamais à cause de ça. Tu sais, ça, c'était fait, le principe étant que puisque c'est l'État te soigne, l'État a le droit de se protéger, de protéger son système de santé en t'obligeant à respecter ta propre santé et celle de ton voisin avec la fumée secondaire. Exact. Et je me rappelle que j'avais écrit une chronique où Normand Legault était à la caisse enregistreuse. Puis c'était le début, mais c'était pas les cellulaires comme aujourd'hui, c'était moins bon que ça. Mais assez pour que là, il transpirait à grosses gouttes. Parce que là, dans son panier, il y avait un fromage gras, un double gras, puis il y avait 2 livres de beurre. Puis il savait, selon ses calculs, le gras dans le mois, il était sur le bord de dépasser le gras, puis que c'était mauvais pour le cholestérol. Et qu'il y avait le droit à tel nombre d'onces de gras, de grammes, puis que c'est sûr qu'il se faisait pogner. Puis je cherchais quelqu'un pourrais-tu me passer mon fromage? Comment est-ce que tu es dans ton gras ce mois-ci? Tu comprends? Oui. Puis là, après ça, après le gras, ça avait été le sucre. T'sais, ils ont sorti les machines de certaines universités, puis ils sont pas... Ils essayent de... Mais tôt ou tard, le sucre va être interdit parce que le sucre entraîne des problèmes d'obésité, puis l'obésité va être reconnue bientôt comme la maladie numéro 1 en Occident. Donc, ils vont défendre le gras, le sucre. Après ça, il y a juste l'alcool qui ne toucheront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vendent. Non, tous les députés prennent du vin. Oui. Oui. Ils ne tireront pas dans le pied. Non. C'est sûr que non. Non, ils vont tout éliminer un après l'autre. C'est sûr qu'ils vont tout tasser. Parce que tu as toujours le prétexte parfait. Oui. Puisque c'est l'État qui te soigne, l'État a le droit d'imposer ce qu'il faut pour que l'État, ça lui coûte moins cher. Oui. Ça veut dire que tôt ou tard, avec les moyens modernes, tu vas avoir si on était capable de te demander le passeport vaccinal pour aller au restaurant, tôt ou tard, ils vont te demander comment ça se fait, M. Fillon, aujourd'hui, ce mois-ci, vous avez fait 8250 pas. Vous n'avez pas atteint l'objectif de 10 000 recommandé de 10 000 qui commence à préserver votre cœur. Réalisez-vous que dans 12 ans, si vous ne marchez pas plus, si vous continuez à manger du fromage, puis après 2 cuillerées de sucre dans votre café, que peut-être que vous allez nous coûter 300 000. Oui. Mais je veux dire, tout est permis le jour où, puisque l'État te soigne, l'État a le droit d'imposer. That's it. C'est malade. Ce qui est écrit ce matin, là, puisque c'est l'État qui soigne ta grippe, puis qui va soigner tes COVID, puis qui va soigner ton rhume, bien, l'État a le droit de t'obliger à mettre ton masque, puis l'État va avoir le droit de t'obliger de te laver les mains en sortant du IGA et surtout en entrant. Puis, à un moment donné, il va peut-être engager une police pour dire « Arrête de tâter les tomates. » Oui, c'est sûr. Surveille tes microbes. C'est malade. C'est malade. Non,
Reviens à ton sujet numéro 1, parce que là, on n'a pas parlé la semaine passée, puis on voulait en parler. Il vient de gagner, mon jeune. Exact, il vient de gagner. Moi, je connais pas ça, mais lui est enligné vraiment pour devenir un numéro 1. Là. Dites-moi pas que ça, c'est garanti. Il va-tu y a-tu ce qu'il faut pour être un numéro 1 au monde? Top 5, oui. Top 5, oui? Oui. Mais top 5, là, il risque d'avoir des rotations. Tu sais, à un moment donné, c'était Federer, Nadal, Djokovic, puis Andy Murray. Donc, Auger Aliassime, il a battu qui un matin? Là? Nadal. Il a battu Nadal? Oui. Ouais. Puis c'est le tournoi le plus relevé, ça, de l'année. Là. On appelle ça les finales de l'ATP. C'est les 8 meilleurs de la saison. OK. C'est-à-dire, à partir du 1er janvier, les 8 premiers dans l'année. Le nombre de points. Le nombre de points dans l'année. Parce que le tennis, c'est un système qui est pratiquement c'est éternel. C'est-à-dire que tu gardes les points. Comme là, les points d'octobre ont été échangés par ceux de 2022. Mais ce que Félix a gagné en 1er décembre 2021, c'est gardé tant que le tournoi équivalent en 2022 ne sera pas joué. Mais ce qui se joue en fin de semaine, cette semaine, à l'ATP, on appelle ça les finales de l'ATP, c'est les points accumulés du 1er janvier à aller jusqu'au 10 novembre. C'est malade, là. C'est les 8 meilleurs de l'année. Alcaraz n'est pas là parce qu'il est blessé, je pense. C'est ça la raison? Il est blessé. Il est blessé, Alcaraz. Mais tu regardes, là, Djokovic est là. Il faut-tu qu'il soit bon, même s'il n'a pas pu jouer en France, pas pu jouer au Canada, parce qu'il n'était pas vacciné. Bon, il y a eu son hockey pour l'Australie. Là. Il vient d'avoir son hockey pour l'Australie. Ah, t'es sérieux? Ça a sorti, là? Oui, ça vient de sortir, oui. Bon. C'est une bonne nouvelle. Il n'a pas pu jouer en Australie non plus. Non, c'est colon. Parce qu'il n'était pas vacciné, donc tellement dangereux, il aurait pu contaminer d'autres mondes. Arrêtez, on tombe pas là-dedans. Non, OK. mais tu sais, Félix, là, ça a grandi là, à Québec, là, au Club Avantage. Exact. Son père était un des propriétaires avec ses Jacques Hérisset, je pense. Oui. Qui est au Lac-Beauport, d'ailleurs. Tu sais, quand je vais faire un de mes 1000 pas hebdomadaires, j'en fais pas plus que ça, c'est assez. Pour être correct pour la Régie de la santé. Je le rencontre, lui, il fait ses 10 000 pas par jour autour du lac. Mais, tu sais, je me sens privilégié, puis je peux avoir des nouvelles de quelqu'un qui était là, lui, quand le jeune avait 7-8 ans. Là. C'est extraordinaire. Mais c'est capoté. Hein? Mais je pense que ce que je trouve bizarre, c'est que on dirait qu'on ne réalise pas ça. En tout cas, dans la couverture, je sais qu'aujourd'hui, c'est éclaté, puis les amateurs de tennis le savent, etc. Mais dans la population en général, là, ça me semble que le monde devrait s'exciter un peu. Je ne dis pas que ça devrait être comme Jacques Villeneuve en 97. Mais pour se rendre là, tu veux dire, c'est complètement fou. Oui, mais c'est parce que très tôt, Félix, d'abord, s'est installé à Monaco. Oui. Puis très tôt, comment je te dirais ça, donc, il a atteint un statut de superstar bien vite. Parce que, d'abord, les grands joueurs noirs sont, tu sais, il n'y en a pas 100. Donc, tout de suite, ça l'a démarqué. En plus, c'est un grand joueur, il est francophone, puis en plus, il est africain. Fait que, comment je te dirais ça, donc? C'était une bête à médias, en partant. Et ses agents, Bernard Duchesneau, qui est un avocat qui a laissé sa pratique de droit pour s'occuper à temps plein de Félix, tu sais, il a géré ça d'une main de fer. Avoir une entrevue avec Félix, là, c'est même pour un Québécois qui l'a vu grandir, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué, même? Regarde, il est 5e au monde. Il y a combien de millions de joueurs de tennis dans le monde? Il y en a des milliers des professionnels, puis lui, il est 5e. Puis il y a des magazines, il y a Tennis World, Tennis Magazine, il y a l'Équipe, il y a le Journal de Québec, le Journal de Montréal, New York Times. Quand tu es 5e au monde, là. Oh, il y a du monde qui veut te parler. Là. Tu sais, Félix pourrait être en entrevue vraisemblablement 22 heures sur 24. Oui. Mais je dois dire, par contre, qu'il est quand même privilégié.
Il y a beaucoup de... Tu sais, mettons, demain matin, moi, j'annonce que je prends ma compagnie puis je l'amène quelque part dans un genre de paradis fiscal. On va te dire de quoi on va me faire démolir en sacrament. Mais il y a... Oui, mais parce que toi, tu vas le mériter. OK. OK, c'est bien, ça marche. C'est bien, ça marche. Parce que lui, il était wise. Là. Lui, il a dit merci, bonsoir. On va faire les démarches administratives pour être certain de payer le moins d'impôts. On va faire ce qu'il faut. La majorité du temps, probablement, qui est dans le coin de Beau-Caraton où tous les joueurs de tennis s'entraînent. Non, parce qu'à Monaco, tu vas rire, hein, mais lui, ça y prend. En boxe, on appelle ça un sparring partner. Hein? Oui. Mais c'est qui? Les meilleurs au monde, là, ils sont là à Monaco. Ils ont des résidences là. C'est là quand il y a besoin mettons, de frapper des balles puis d'entraînement, il appelle un de ses chums contre qui il va jouer la fin de semaine. Là. Puis les deux s'en vont sur un des courts du Prince. C'est parce que je lisais dans le livre d'André Agassi, parce qu'Agassi avait fait toute sa jeunesse. Il disait que toute la mecque des coachs, puis c'est Beau-Caraton et Monaco. OK, c'est Beau-Caraton et Monaco. Donc, lui, il a choisi au niveau fiscal Monaco et il y a aussi... Parce que souvent, on disait que francophone aussi. Les gars des F1, ils sont à Monaco, mais juste fiscalement, mais souvent, ils vivent un peu partout. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Je pensais que c'était plus ça. Mais Félix, il vit un peu partout. Oui, c'est ça. Mais, regarde, comme là, il vit en Italie. La semaine passée, il vivait je ne sais pas où. Il était à Paris l'autre semaine. C'était à Paris. En janvier, début janvier, fin décembre, début janvier, ça va être les tournois en Australie. Après ça va être, il revient à Roland-Garros, puis il va avoir tous les tournois sur terre battue en Espagne, puis en Italie, puis à Monaco. Oui. Puis après ça, dans le fond, il est à Monaco pour le tennis 1 semaine par année. OK. C'est pour ça qu'il fait tant parler parce que lui puis Alcaraz, ben, c'est un peu les deux genoux. Alcaraz à 19 ans. Sont les deux plus jeunes. Là. C'est les deux plus jeunes. Donc, puis je pense, il y a le Danois qui l'a battu à Paris, René, qui, je pense, a 21 ans. Mais là, c'est fait, là, hein, la relève, soit dit en passant. La relève est là. Ah oui, mais là, les gars, Federer, Nadal, ils ne peuvent pas être là encore. C'est ça, ils peuvent pas Federer, être là. il a pris sa retraite. C'est ça. Djokovic a 35 ans. Djokovic, d'après moi, il reste 2 ans. Il va commencer à lever le pied un petit peu. Puis il y a un tennis, les deux ont un tennis fatigant. Dans le sens que, tu sais, Nadal, penses-tu que c'est pas dur pour le corps, jouer comme Nadal? Puis Nadal, il est blessé à un pied depuis qu'il est tout jeune. Nadal, il a un pied scrap qui n'est pas traitable. Donc, il faut qu'il vive avec depuis qu'il a 20 ans. Puis Djokovic, il a un tennis épouvantablement dur. Mais Djokovic mène une santé. À part le fait qu'il n'est pas vacciné, donc ça veut dire qu'il est en danger. Mais, oui, très dangereux. Oublie pas, il est surtout très dangereux pour les autres. Oui, il peut leur tousser dans la face sur le filet. Exact. Mais sinon, c'est les deux derniers, mettons qu'il leur reste 2 ans. Ça veut dire qu'après ça, là, c'est Zverev, Tsitsipas. Rude. Rude, qui est on va dire que lui, il a du chien. Là. Si Félix avait eu cette attitude-là 1 an plus tôt, ça n'y aurait pas pris 8-9 finales avant de gagner. Mais là, je le regardais aujourd'hui, là. Tu sais ce qu'on appelle avoir du chien? Là? Il l'a, là. Oui, Christophe. C'est parce qu'on n'est pas de même. Moi, je suis en Seine-Lorette maintenant. Je vis en Seine-Lorette depuis le mois de juillet. Puis Seine-Lorette, ça a toujours été mon Chicoutimi-Nord de Québec depuis toujours. Je joue au hockey avec des chums dans Seine-Lorette depuis des années. Donc là, je suis habitant dans Seine-Lorette et lui, il grandit en Seine-Lorette au G-Aliassime. Donc, si jamais, un moment donné, je le rencontre, penses-tu qu'il va pouvoir me donner des cours de pickleball? Pas sûr. Non? Non. Mais je rêve de devenir bon au pickleball. Honnêtement. Ouais, mais... T'as le droit de rêver, par exemple. Brady, là, vient d'investir. Brady, dans ses investissements, il a investi beaucoup, Brady. Il a investi dans une ligue professionnelle de pickleball. Il dit qu'à un moment donné, ça va devenir aussi fort que le tennis. Ben oui, mais achète une franchise tout de suite. Oui. Avant que les prix montent. Ben là, c'est parce que Brady a investi là-dedans, puis je regarde ses investissements dans les crypto-monnaies, je suis pas sûr que moi le suivre. Hey, tes histoires de boxe, qu'est-ce qui se passe dans la boxe? Il y a Shawinigan, c'est sûr, mais y a-tu d'autres choses aussi de hot dans la boxe? Ah, moi, ça, la boxe, là, pour un journaliste, c'est la manne. Je veux dire, sérieux, là, c'est open bar. Il y a toujours des histoires. Comme par exemple, ce qui s'est passé avec Marie-Ève Dicker à Londres.
Tu sais, Marie-Ève Dicker, qui a un beau sourire, puis que je pense qu'il est avec Belle Mésia, vraisemblablement. Ah oui? Ça doit être belle, elle est assez quoi. Puis, c'est quoi? C'est Cogeco. Cogeco, bon. Ouais. Tu sais, puis qui est une très belle personnalité médiatique. Tu sais. Il y en a même qui trouvent que c'est trop, un peu, là, le sourire. Mais bref, elle est sympathique. Puis elle a... C'était une pionnière. Ça en était une pionnière. Qui c'est qui parlait de boxe féminine il y a 5-6 ans, à part que de dire, comme Michel Villeneuve disait, j'haïs ça voir des filles se battre, je trouve pas ça beau. Bon. Ouais. Évidemment qu'il a failli mourir, ce pauvre Michou, mais parce qu'il s'est fait ramasser par les woke. Mais... OK, on peut pas dire ça. Non. Bon. Mais non, mais c'est aller contre l'égalité de la femme. Ouais. Donc, mais ce qu'elle a fait, c'était au Québec, personne ne s'intéressait à ça. Mais parce qu'elle était belle, avenante, sympathique, très bonne en relations publiques et en communication, elle apportait ça tout seul. Puis à un moment donné, là, en parallèle à ça, aux États-Unis, Clarissa Shields a monté ça à un niveau extraordinaire. La boxe féminine a été aux Olympiques à partir de Londres en 2012. Puis la jeune fille, Natasha Jonas, qui l'a massacré là, à Manchester samedi, ben elle, c'est une de la cuvée des Olympiques de Londres de 2012. Puis là, tu regardes ça à travers la planète. Il y a 2 semaines, c'est Samantha Marshall contre Clarissa Shields à Londres, au gros, comment ça s'appelle, le O2 Arena. Oui. 21 000 places. C'était full, même les toilettes étaient pleines. C'est pour la finale, c'est un combat de filles. Capoté. Puis ils ont fait sold out les filles à Madison Square Garden, je pense que c'est le 5 ou 6 mai, dans le cadre de la Journée de la femme, je pense que c'est le 8 de mai. Je pense que tous les gros combats, c'était des combats de femmes. Ouais. Puis là, ici au Québec, on en a une, là, Mary Spencer. Marie-Ève Dicker a eu besoin, à Québec d'ailleurs, de 10 rounds pour battre Chris Nemus. Personne n'a oublié, c'est le soir que Adonis Stevenson s'est fait passer le knock-out par Wozniak. C'était avant la COVID, c'est en 2019, ça? Oui. Ça, c'est la fois qu'on l'a eu en entrevue à Jerry, hein, Marie-Ève? Quand elle a fait son combat à Québec? Exactement. Ouais. J'avais eu en entrevue, puis j'avais essayé de la... Je vais essayer de jaser avec un peu plus... tu sais, on savait, là, c'est l'histoire de... Non. Plus personnel, ouais. Tu sais, plus la personne... Parce qu'on la connaissait comme boxeuse, mais on la connaissait pas vraiment. Je voulais savoir des affaires. Elle a gelé raide. Elle ne voulait pas ouvrir son côté personnel. Elle voulait parler très, très... Tu sais, de la technique, le combat, c'est sa carrière, mais elle ne voulait pas parler de son... Vendeuse de boxe. Ouais, c'est ça. Donc, mais ce combat-là, effectivement, ça avait été le combat de 10 rounds, c'était lui, ça. Oui, contre Chris Nemus. Bon, ben, la même Chris Nemus, si tu veux faire une comparaison, là, Mary Spencer l'a passé 1 minute 56. Oh, si bol. Elle a fait 7 rounds pour regagner un championnat du monde contre Lozano le 7 décembre à Montréal. Mary Spencer l'a passé en 43 secondes. Ouais. OK. Puis à Shawinigan, là, les gens vont aller pour le gros Makhmoudov. S'ils peuvent y trouver un poids lourd sur la planète qui est prêt à se faire descendre. La nouvelle est sortie un matin, là. Maudite boxe. Il avait signé un contrat, le gars, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un nom impossible. C'est un Nigérien, Raphaël Akpejiori. Oui. Il vit à... Je me préparais mercredi à aller l'interviewer. Il était à Miami. Et il a signé un contrat pour être à Shawinigan, mais il avait signé un contrat le même soir pour être au Nigeria. Ouais. Pour le championnat d'Afrique. L'Internet, c'est vite, là, mais... Là, mettons que... Il n'y a pas de... Le gars-là, c'est le 4e là, qui refuse. Les gens vont ont de la difficulté à comprendre pourquoi. Tu vas à Shawinigan, même si Camille et Stéphane aient les poches bien pleines, tu vas y aller pour 150 000. Mais tu es à Shawinigan le 16 décembre. Alors que si tu évites d'aller te faire massacrer par Makhmoudov, tu as peut-être une chance qu'un promoteur quelconque cherche quelqu'un pour Joshua, pour Andy Ruiz, pour Deontay Wilder ou pour Usyk. Autrement dit, tu as une chance pour aller te faire démolir pour au-dessus d'1 million. Fait qu'avant de prendre te faire défoncer à 125 000 ou 150 000 à Shawinigan, ou aller te faire défoncer pour 1 million, qu'est-ce que tu prends dans la vie? Ben là, franchement, c'est facile à comprendre.
Bon, ben oui, mais ça s'explique mal. Oui, je sais, mais c'est quand même assez. Ça prend pas un gros dessin. Il y a juste dans la boxe que c'est de même. Mais c'est bizarre que tu viens de dire que Michel Villeneuve a dit ça sur... Tu sais, moi, là, le tennis, regarde, vous avez parlé des gars. Personnellement, j'aime mieux le tennis des filles. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été... Les points, parce que les points sont plus construits. OK. Regarde, vois-tu, je connais pas le tennis comme vous autres, mais moi, j'ai toujours aimé mieux écouter du tennis féminin. Le golf, moi, j'étais un gars de golf. Moi, j'ai toujours trouvé... Je dis pas que j'aime mieux écouter des tournois de la LPGA, c'est pas ce que je dis, mais je trouve que les plus beaux swings de golf, c'est les filles. Regarde, il n'y a pas plus beau swing de golf que les filles. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Cheerleading. J'ai regardé mes filles faire du cheerleading à tour de bras. Donc, veux pas, j'aime le cheerleading. Puis quand il y a des gars, c'est bien bon, mais je suis plus impressionné par des équipes all-girl que des équipes mélangées. Mais regarde, la nage synchro. La nage synchro aux Olympiques. On peut. Le hockey, au début, je trouvais ça faisait midget 2B pas mal. Puis là, je trouve qu'ils font des bons shows. Aux derniers Olympiques, j'ai trouvé que, surtout que le hockey, on ne l'avait pas avec les gars, j'ai trouvé que les filles ont fait un bon show. Mais je veux dire, si des fois tu dis que telle affaire est bonne... Les finales olympiques sont peut-être encore plus excitantes, les filles, que les hommes. Bon, le problème... Mais après ça, je peux dire, si mettons, je dis que quelque chose des filles, c'est meilleur, je peux dire quelque chose des filles que j'aime pas? Ah oui. OK. Ben, il n'y a pas... Mais oui, mais non. OK. Ça marche pas de l'autre bord. Non, OK, ça marche pas de l'autre bord. Non. Comme là, dans Le Devoir, il y a eu un texte hier. C'est raciste de parler des gangs de rue. Faut que tu parles des gangs criminalisés. Ah oui? Ils vont te casser la gueule, la même affaire, mais ça, j'ai eu des problèmes dans des téléséries. Le monde, ça se prépare à l'avance, les idées. C'est dans Les Jeunes Loups. J'avais quelqu'un qui revenait puis qui tirait un rythme d'initiation. Il tirait sur une policière. Puis c'était inspiré d'une histoire de gang de rue. Tabarouette, ça pourrait pas être un blanc. Oui, ça pourrait être un blanc. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça encore. Présentement, les territoires, c'est contrôlé par plus des Noirs, puis l'autre, c'est les Latinos. Et après ça subdivise. Tu sais, il y a des Irlandais, puis c'est comme ça. La mafia, c'était des Italiens? Oui, mais c'est pas grave, ils sont blancs. Ouais, OK. Ouais. Tu sais, tu peux parler de D'ailleurs, le mot mafia, c'est un mot italien. C'est une appropriation culturelle. C'est spécial. Non, c'est... Hey, j'ai ma question de hockey avant que tu partes. Oui. Ils vont-tu faire les... Non, arrête. Mais ils sont fourrés pareil. Mais sérieux, ils sont fourrés pareil. Tu sais, le Canadien qui gagne de même, là, je veux dire, dans le thinking du boss, là, OK, je comprends qu'on n'est pas aux portes des échanges, là, mais... Non, mais là, tu vas pas chercher Bédard. Mais il y a une affaire qu'on voit. Puis, José Théodore en glisse un mot à matin. Sauf que moi, j'en ai parlé, je vais juste le trouver, c'est le titre exact de ce que José dit dans son article. J'ai juste gardé le titre, j'ai juste gardé la photo du titre. Le succès du CH ne rime plus avec Price. C'est drôle parce Christophe. C'est drôle parce que... Ouvre pas la canne de verre. Un peu. Moi, j'ai dit à quelqu'un en fin de semaine, après la victoire du Canadien samedi soir en prolongation, j'ai dit à quelqu'un en fin de semaine, puis je l'aime, le gars, là. Arrêtez de penser que quand on dit ça, je l'aime, le gars, j'irai à la chasse avec, j'irai prendre une bière avec. C'est un gars qui a l'air d'un gars... Il a le tempérament... Quand je regarde ma série de chums, il a le tempérament pour être un de mes chums. C'est clair que... D'ailleurs, il y a eu dimanche une très belle session de thérapie. Ah oui? Oui, de couple. OK. Angela nous a donné ça. Non, elle parle pas de ça encore. Elle parle de ça. Encore? Ben oui. Elle est l'enfer. Elle est l'enfer. Pauvre petit. Il fait pitié. Oui, pauvre petit. Mais c'est pas ça de même, non. Mais j'enlève ça. Je l'aime, Price. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je sais que ce qu'on a fait pour essayer de le rendre bon puis meilleur, puis je sais qu'il est bon, mais je veux dire, on en a fait tellement une fixation que c'est devenu le cœur de l'équipe. Si le Canadien a Price dans le net, c'est pas une question de blessé ou pas blessé. Price, je sais qu'il est bon. Sauf que le système de jeu change complètement. Moi, je te dis une affaire. Si Price est le goaler, puis c'est pas Jake Allen, puis c'est pas Mutombo qui est là,
puis qu'on est tous concentrés avec Price encore. Tu ne gagnes pas 5-4, tu perds 3-2. Ben oui. On a 3 victoires, puis Cole a 3 buts, puis Suzuki a 3 buts. OK? C'est ça qu'on a en ce moment. Veux-tu que je vais te donner raison? C'est quelle année, ça, qu'ils ont parti en peur, là, puis ils gagnaient 6-5, puis... je me demande si c'est pas la première année à temps complet du Ducharme avant que ça pète. Quand il est revenu au jeu, on a dit, ben là, il n'aime pas ça avoir des chances de marquer le match. Price a dit, c'est bien beau, là, gagner 6-5, mais on va avoir du succès sans avoir un système de jeu plus fermé que ça. Ben, c'est ça. Sais-tu quoi? Ils ont mis le couvercle sur le Presto, puis c'est mort là. Ça a fini là. Ça a fini là. Capoté, hein? Ben, soit dit en passant, là, tout le monde sait que Vasilevski est mauditement important. Mais dans le fin fond, là, c'est Kucherov, c'est Stamkos, c'est Palat, c'est Johnson. Y a-tu quelqu'un qui va dire que le Lightning de Tampa Bay gagne 2 Coupes Stanley en ligne à cause juste de Vasilevski? Mais non. Ça prend un bon goaler. Il n'y a pas d'autre affaire que ça. C'est quoi? À moins que je me trompe, le goaler qui était là pour l'Avalanche, il est-tu là cette année? Ouais, il est-tu... Ah, je suis même pas sûr. Non, il a déménagé, je pense. Il a déménagé, je pense. Ouais. Ouais. Mais réalisez-vous, vous ne connaissez pas le nom du goaler du gagnant de la Coupe Stanley? Oui, parce qu'à Colorado, cette année, c'est Georgiev puis Frank Kutz. Oui, il a déménagé, le gars. Bon. Ouais, c'est ça. C'est si important que ça? Ben, regarde, on a 3 millions de salaires, puis ils font un job, puis le Canadien gagne. Là. Mais on arrête de fixer le Canadien sur l'histoire de goaler. C'est le même depuis 25 ans, depuis qu'on a eu Patrick Roy, ça a fourré toute la patente. Oui. José Théodore. Puis... Le Canadien a eu une grosse année une fois. Dans le temps, là, mais il a fallu que Théodore gagne le Hart puis le Vézina. Exact. On a un kid line. Hein? Suzuki, Caulfield, Dak. Ouais. Oui, c'est des flots, ça, là. Oui. Puis, il a dit quelque chose de fun, Martin Saint-Louis. Il dit, il n'y a pas de tableau du classement dans le vestiaire. Ouais. Ça, faut qu'il tienne ça longtemps. Le plan de match, c'est d'avoir du plaisir. Exact. Tu vas me dire que peut-être bien qu'après 12 ans, que ça ne sera pas de même, là. Mais pour l'instant, c'est exactement ce dont il avait besoin. C'est curieux à dire, hein? Il avait besoin d'un coach qui était neuf, lui aussi. Oui. Ah non, regarde, c'est tout un changement. C'est incroyable. Canadien, je voyais, il y a quelqu'un qui a rencontré Ducharme, il dit « Hey, t'en regrettes-tu? Je regrette rien. » Bon, regarde, t'as rien compris. Hey, Reg, bon retour. Un dernier sondage, OK? Oui, vas-y donc. C'est-tu plus beau un masque noir ou un masque bleu? Ah, ajoute-toi les noirs. Des noirs? Ouais, puis avec tant qu'en acheter, vu que tu reviens pour une couple de semaines, ajoute-en donc une boîte de 50. Salut, Reg. Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Thank you pour Reg. On s'en va vers Joe Hamel pour les prochaines minutes. On a également la poubelle à Jeff un peu plus tard sur Radio Pirate Live. Hey, burger à Jeff en passant. Toujours au Cosmos, il nous reste encore du temps. Tout le mois de novembre dans les 2 Cosmos. JeffFillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. 100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Radio Pirate Live en ce mardi full soleil, à quelques heures d'une première tempête de neige pour à peu près tout le Québec. En 10 et 15, 20 cm, dépendamment. Juste vous dire, les gens de la Basse-Côte-Nord, pas la Basse-Côte-Nord, oui, la Côte-Nord aussi, mais le bas du fleuve, début de la Gaspésie, je veux vous saluer. C'est 3 tempêtes de 20 cm en l'espace de quelques jours. Donc, c'est 60 cm en plein mois de novembre. Vive les changements climatiques. C'est en train de tout virer de bord. Notre chum Joe Hamel est là avec nous autres pour faire... il y a plein de sujets. On a plein d'affaires à jaser. Entre autres, on n'a pas le choix, Joe. D'abord, t'es salué. Et on doit faire un petit retour sur les midterms. Moi, j'ai fait mon lit en fin de semaine. Je vais vous dire de quoi. Moi, j'ai comme l'impression que
Je sais que tu es plus positif que moi. Là. Moi, j'ai un petit down sur, je dirais, le travail des journalistes, le travail des universités, le travail des organismes bien installés. Je pense que tout le monde fait la job pas pire. Et si on n'est pas capable de gagner, si les conservateurs ne sont pas capables de gagner alors qu'il y a un président complètement un des plus faibles de l'histoire, qu'on est dans un mood économique assez sévère avec l'inflation et que tu es dans une bonne passe pour gagner et que tu ne gagnes pas là, il y a un gros problème qui est plus gros que qu'est-ce qu'on pense que c'est. Moi, je pense que le contrôle des médias est encore plus gros que jamais. Je ne sais pas comment on va être capable d'avoir... je ne sais pas si les républicains ou les conservateurs ont à reformuler les discours, la stratégie, etc., mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est clair. Non, ben écoute, dans le contexte américain, je pense que le problème, c'était l'ombre de Trump qui planait encore sur plusieurs narratifs électoraux, dont plusieurs candidats qui étaient ouvertement backés par Trump. En fait, je pense que c'est un peu le bon côté de cette défaite-là. C'est pas vraiment une défaite, mais c'en est une. Quand tu vois le potentiel contrôle des deux chambres qu'avait le Parti républicain, il y a quand même une couple de défaites qui font mal. Là. Tu regardes la Pennsylvanie, d'avoir perdu contre ce gars-là, c'est quand même assez incroyable. Là. Fetterman dans la Pennsylvanie. C'est un légume. Dr. Oz. C'est un légume. Ouais, ben, le gars, écoute, avait fait quelques déclarations assez incroyables. Tu le mets de l'autre côté et les médias riraient ouvertement de ce gars-là. Là. C'est sûr et certain. Il était juste du bon bord. Mais bref, ce que j'entendais un peu sur le terrain là-bas, c'est un peu la même chose. C'est soit des gros fans de Trump qui étaient all-in ou je pense des gens plus modérés ou des républicains plus traditionnels qui disaient, ben regarde, son temps est passé. D'ailleurs, là-dessus, j'écoutais ce matin... j'ai posté l'article. Ken Griffin, qui est le CEO de Citadel, lui qui avait supporté, je pense, Trump au début. C'est un des plus gros hedge funds au monde, le Citadel. Il dit « Three-time loser Trump », là, parce que dans le fond, il a perdu 3 fois. Perdu la midterms de 2018, il a perdu l'élection, puis maintenant perd avec les candidats la midterms de 2022. Là, il a besoin de se tasser puis laisser la place à DeSantis, qui, en passant, devenu le leader de facto là, du Parti républicain avec sa victoire là, quand même très décisive, je dirais même de la Floride. C'est plus un État, rappelons-le, là, la Floride a toujours été un État pivot. C'est rendu un État rouge, là, la Floride. C'est quand même assez incroyable. Là. Est-ce que... qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il y a de la résistance. Tu veux pas, on l'a vu avec le PCQ. On le voit encore là. Il y a des gens qui veulent aller jusqu'à all-in encore avec Trump. Puis moi, Trump m'a donné du bon temps, puis on a été probablement chercher ce qu'on avait à chercher. C'est-à-dire qu'il nous a donné confiance de se tenir debout devant les médias, de les revirer de bord, de vouloir vider la swamp. Donc, il y a eu son temps, puis dans l'histoire de la politique, je pense qu'il y a des choses qu'on va garder de lui, puis donc ce ne sera pas juste un flash de lumière pendant un temps, puis qu'on va l'oublier. Moi, je pense pas. Donc, il y a des choses qui peuvent nous servir, des choses dans la stratégie qui peuvent nous servir, mais carrément, en tout cas, à mes yeux, à moi, carrément, pour les raisons que tu viens de nommer, 3 défaites en ligne, puis celle-là est vraiment, elle ferait vraiment mal, surtout dans le contexte avec le président puis la vice-président très faible qu'on a, les conditions économiques qu'on vit. C'était, en tout cas, c'était là pour une grosse victoire, une genre de red wave. C'est jamais arrivé. Ces candidats qui l'ont soutenu ont à peu près, en tout cas, soit qui ont gagné par la peau des fesses ou ils ont carrément perdu. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont accrochés à Trump? Moi, je l'aime bien Trump, là, mais je suis capable de détecter à un moment donné que le compteur de 50 buts est devenu un compteur de 30 buts. C'est le temps de l'échanger pour avoir une coupe de choix au repêchage pour se concentrer sur Cole Caulfield. Moi, je suis le même, OK? Je veux dire, c'est pas une question d'être fidèle ou pas. C'est une question de je veux gagner sacrément, il me reste 25 ans. Je peux-tu à un moment donné gagner dans le sens du monde? Oui, puis surtout dans le contexte de la politique américaine, là, c'est très rare de voir quelqu'un faire un retour après une série de défaites comme ça. Tu sais, tu deviens... Parce que le field, le champ est tellement compétitif, tu as toujours des contenders qui montent. Regarde un gars comme DeSantis, tu sais, il y a 10 ans, on parlait pas du tout de lui. Il y a 5 ans, il a été élu, je pense, en 2018, right? Oui. Donc, tu vois comment il y a des contenders qui émergent. On navigue pas toujours dans les mêmes eaux. Là. Donc, je pense que les fidèles doivent tranquillement pas vite laisser aller Trump. Trump, malheureusement, il n'a pas réussi. Il y a quand même une énorme brand personnelle. Il y a quand même un soutien quand même massif qui est quand même assez large. Il y a des gens qui étaient comme un peu à gauche avant qui supportent Trump à la vie et à la mort. Donc, il n'a pas réussi à cimenter
cet appui populaire-là dans un mouvement cohérent et crédible qui pouvait gagner des élections. Là. Je pense que ça a été démontré. Outre le Black Swan Event, là, l'événement de signe noir de 2016, la victoire des présidentielles, il n'a pas vraiment livré la marchandise par la suite. Là. Donc, je pense qu'il faut c'est une erreur d'avoir accroché autant, s'être accroché autant, pas encore là, on entend encore parler. L'élection volée, là. Ça, c'est le... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, OK, t'as peut-être des points quelque part. Moi, je trouve un peu sceptique. Je comprends qu'il y avait des irrégularités, là, mais est-ce que vraiment ça aurait changé quelque chose? J'attendais des preuves concrètes, solides. Il y a bien des gens qui m'en parlaient à ce moment-là. Les premières semaines, j'étais ouvert à ça. Puis je me disais, écoute, j'ai envie de vous entendre, mais ultimement, m'avoir besoin de preuves concrètes, je suis fait de même. C'est sûr que je fasse, mais finalement, on les a pas eues. Donc, mais il s'est accroché à ça. Et sérieux, ça faisait, tu sais, même si tu penses avoir raison, à un moment donné, il faut que tu décroches. Ouais, ben tu sais, c'est quoi ton levier, là? Tu sais, c'est qu'est-ce que tu vas utiliser pour. Parce que c'est quand même une affirmation quand même assez puissante, là, de dire. C'est quand même assez extraordinaire de dire l'élection est volée, OK? Il y a définitivement un problème avec tout ce qui est l'aspect de. Et peu importe le côté, là, c'est parce que le problème, c'est que c'est majoritairement des votes démocrates, là, ce qu'ils appellent le ballot harvesting, là, tu sais, le vote par la poste, etc., ouais, qui a monté en flèche avec 2020. Là. Il y a définitivement quelque chose avec ça. Puis regarde le délai de comptage des Nevada, votes. Arizona, c'est ridicule. C'est absolument ridicule dans une démocratie comme les États-Unis d'Amérique, là, quand même. Là. Donc, il y a définitivement quelque chose sur le fond avec le système électoral qui devrait être pas mal plus lean en termes de procédés. De là à dire que ça a fait balancer l'élection, je pense que c'est un claim qui est quand même extraordinaire. Puis même si, sur le fond, c'est peut-être vrai, je dis pas que c'est vrai, mais comme toi, je dis exactement qu'il faut que tu amènes des preuves irréfutables et quand même assez claires qu'il y a définitivement fraude, ce qui n'a pas été fait. Donc, tu sais, c'est quoi ton winning move? Là? C'est quoi ton endgame d'amener un scénario comme ça si tu n'as pas de levier pour faire reconnaître là, ta victoire? Là? C'est toujours des stuns par-dessus stuns, le tout enrobé là, du narcissisme à la Trump. Donc, ça le fait un temps, mais là, c'est définitivement plus assez pour gagner des élections. Oui, mais là, ils vont... là, c'est des rumeurs, je ne sais pas trop quoi, là, mais ils disent que c'est ce soir qu'il va annoncer qu'il y va. Là. Ah, il va y aller, c'est sûr. Il va le dire à soir. Là. Ouais, écoute, en même temps, c'est quoi son objectif avec ça? Il y a définitivement encore du support. Par contre, tu sais, c'est quoi le soutien s'effrite quand même rapidement. Déjà que c'était difficile d'avoir du soutien public, là, tu as perdu une autre fois. Donc, tu double down toujours. À un moment donné, tu commences à manquer de capital, là, tu sais. Donc, je sais pas honnêtement. Moi, je pense que le contender, là, moi, je miserais pas mal plus sur DeSantis. Je pense que c'est pas mal réglé. C'est une question de temps. Tu sais, c'est de facto, je pense, le leader du Parti républicain. Même les démocrates commencent à le réaliser, là. Donc, je sais pas où ce qui s'en va avec toi, Trump. Là. Ça va être à suivre, là. Il nous a surpris plusieurs fois en pensant qu'il était mort. Mais là, moi, j'ai de la misère à voir comment il peut répondre. Moi, ce qui me choque de Trump, là, je l'ai exprimé... il y a peut-être une couple de jours. Ce qui me choque de Trump, c'est qu'il donne raison. Tu sais, moi, je le défendais, Trump. Puis, s'il faut, entre Biden et Trump, je vais encore défendre Trump. Là. Mais, je veux dire, à un moment donné, les gens, ce qu'ils reprochaient à Trump lui donne raison. Ça m'énerve parce que on est là pendant des années. Non, puis telle affaire. Puis là, à un moment donné, boum. Ouais, là, je peux pas me cacher bien. Il a carrément fait ce que l'autre disait, pourquoi il n'aimait pas Trump, pourquoi il le trouvait dangereux. Il le fait. Et une des choses que j'aime pas, c'est les attaques sournoises. Je comprends là, la politique, je comprends, mais tu sais, à un moment donné, si tu veux donner l'impression que tu es un leader et quelqu'un de trustable, faut que tu montres une certaine fidélité, une certaine, une alliance forte avec les gens avec qui, tu sais, DeSantis, là, c'est pas un ennemi. D'aller dire ce qu'il est allé dire 3 jours avant l'élection, puis essayer de se reprendre le lendemain, puis que finalement, il a replanté le lendemain de l'élection, avec des affaires très bébé là. J'ai eu plus de votes que lui en Floride, alors que c'est une élection présidentielle. Ça a toujours été le cas entre les midterms, c'est les élections présidentielles. Puis après ça, c'est un gars qui n'a pas trop de talent, c'est un genre de demi-gouverneur, il n'est pas fort. Là, après ça, on a eu l'entrevue de David Muir avec Mike Pence. Pence a été bon pour lui, OK?
Pence, c'est un gars que j'ai appris à connaître pendant sa vice-présidente. Au début, je me pensais que c'était un gars fait en cire. Puis finalement, par après, j'ai entendu des affaires de lui, puis j'ai trouvé que, bon, il y a un côté, il y en a qui capotent sur le côté Christian, là, mais il l'avait très fort, mais c'est pas grave. Là. Quand le gars parlait, il y avait une structure derrière sa pensée, puis j'ai appris à respecter Mike Pence. Est-ce que Mike Pence a sorti à ABC hier avec David Muir, tu sais, comme de quoi, comment il a été attaqué, comment il s'est fait abandonner par Trump? Ça, là, moi, d'un leader, je veux pas avoir ça. Je le sais que c'est la politique. Je le sais comment c'est sale. Mais il faut que tu me montres que tu as un côté, tu as des valeurs que moi, je défends, puis que toi, tu les as. Mais est-ce que Trump, c'est réellement un républicain? C'est-à-dire dans le sens que c'est comme un indépendant. C'est comme un genre d'indépendant. Ça, c'est un démocrate, même plus qu'un. C'est ça, c'est un démocrate. Puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, Jeff, Mike Pence était venu combler un peu ce déficit de crédibilité-là avec la droite plus fondamentaliste américaine, là, avec justement la droite chrétienne, etc. Parce que Trump, le gars avait comme 3 divorces, une faillite. Le gars est un démocrate de New York. Là, donc, c'était difficile d'être crédible dans un giron républicain traditionnel. Ça, je suis d'accord. Mais sur le fond, tu as raison sur le fait qu'un leader, à la base, c'est quelqu'un qui défend l'équipe. C'est quelqu'un qui prend les coups, qui va défendre tous les candidats. On en a parlé ça récemment là, au niveau de l'élection québécoise. C'est quelqu'un qui, quand les médias vont attaquer tes candidats, tu vas défendre tes candidats en disant que tu as la meilleure équipe, puis que tu es fier de tous tes candidats, puis que tu vas au front pour eux autres, parce que ça, là, c'est ça qui sauve. Quand tu traverses des années difficiles, c'est là que ton équipe te back puis que les leaders vont perdurer là, dans un système électoral. Et Trump a toujours, tu te rappelles, il avait congédié le secrétaire d'État genre par un tweet. Le gars, c'est l'ancien président d'Exxon. Il avait appelé ça dans un tweet. Oui. C'est des affaires qui se font pas, là. Donc, tu sais, effectivement, difficile à défendre. Après ça, il traitait de toton. Là. Il avait quand même donné un job. Puis 24 heures après, il traitait de tous les noms. Ça, c'est le bout difficile. Tu sais, puis, regarde, il y a un paquet d'affaires que j'admire de Trump. Là. Je vais continuer à dire qu'il nous a donné confiance devant les médias. Je pense qu'on doit en donner beaucoup à Trump. Mais ça y pète d'en face. Ce genre d'instabilité, infidélité, manque carrément de respect envers les gens qui étaient avec lui, puis qui, à un moment donné, un jour, on dit quelque chose que lui n'a pas digéré, puis bang, ils deviennent automatiquement des trous de cul, là. Ouais, mais Trump devrait apprendre. Moi, j'aime bien l'expression don't hate the player, hate the game. Là. Donc, lui, c'est toujours dirigé sur des gens et non pas sur le système en général. Donc, à un moment donné, tu prends ta perte puis tu passes à un autre shot. Tu passes à un autre appel. Là. Ceci dit, regarde, le résultat d'élection, c'est que tu vas avoir un gridlock, c'est-à-dire que les chambres sont divisées. Les républicains vont contrôler la Chambre des représentants, le Sénat aux démocrates et la présidence. Le marché semble aimer. Là, regarde, depuis quelques jours, c'est sûr que ça coïncide avec le pic, le potentiel le plafond de l'inflation avec un potentiel revers là, de la Réserve fédérale pour l'augmentation des taux. Regarde, le USD perd 5 % sur un mois, là, ce qui est quand même majeur. L'or fait 8 % sur un mois. Donc, on commence à revoir une dynamique de marché plus normale, là, je te dirais, là, depuis quelques jours. Là. Hey, allons sur l'histoire de FTX. Essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. Je sais que Jerry sur Radio Pirate Prime nous a raconté un peu sa vision de l'histoire avec Gisèle et Tom Brady. Donc, il y a un paquet d'affaires là-dedans. C'est du monde un peu drôle. Là. Je veux dire, le frisé, la madame qui était sa bras droite avec les grosses lunettes qui avait l'air d'un enfant de 14 ans. Ouais. C'est une histoire complètement capotée, là. Non, mais le gars, honnêtement, c'est facile à dire après, mais moi, j'ai toujours été un peu sceptique de cette compagnie-là. Là, premièrement, ça a sorti un peu de nulle part. Là. En 2019, en 2-3 ans, ça valait genre 50 milliards. D'ailleurs, ils ont levé, je pense, quelque chose comme 30 milliards. Ils ont levé, je pense, 15 milliards à une valuation de 40 milliards il n'y a pas si longtemps. Donc, il y avait quand même un consensus assez solide derrière le fait que c'était the next big thing là, dans la crypto. Mais t'enlèves justement la crypto, c'est que l'histoire est assez simple. Là. C'est une fraude classique, là, ce qui s'est passé avec FTX. C'est que le gars, Sam Bankman-Fried, il avait un hedge fund en parallèle, Alameda Research, et lui pigeait dans l'actif des déposants chez FTX pour justement spéculer de son côté avec son hedge fund. Mais la particularité de ça, c'est que c'est pas juste ça. C'est qu'il y a une partie du collatéral, en fait, une grande partie du collatéral qui était mis derrière les fonds pour spéculer, qui partait d'une crypto qu'ils émettaient eux-mêmes. Donc, c'était vraiment, là, c'est quand même assez incroyable. Puis eux, ils tentaient de défendre
le coin qui s'appelle FTT, là, tentait de maintenir le prix de ce coin-là pour une raison assez simple, c'est que une bonne partie du collatéral de leur marge de trading pour le fonds parallèle provenait de cette crypto-là. Donc, c'est quand même incroyable, là. C'est une histoire assez simple qui semble compliquée, mais sur le fond, c'est très simple. C'est une fraude classique d'appropriation des fonds des déposants pour spéculer. Et écoute, tu regardes le gars, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait l'air un peu attardé. Là, je l'écoutais parler, il avait pas l'air de trop comprendre des concepts quand même de base en crypto. Quand tu compares un gars comme CZ, le gars de Binance, en passant, le gars a déjà été à Montréal, là, CZ, j'ai déjà été connecté avec, puis lui, c'est un petit génie. Là. Lui, tu vois qu'il comprend, comparativement à SBF, moi, j'ai jamais été vraiment surpris, impressionné par ce gars-là. Puis, le plus gros red flag, Jeff, là, c'est la philanthropie du fondateur. Tu sais, quand ils veulent plus donner que, entre guillemets, s'enrichir, là, ça, c'est toujours un red flag. On a eu au Québec ici une couple de même, là. Oui. Qui voulaient faire des taxis électriques, puis qui voulaient plus donner, puis que leur but dans la société, c'était de redonner le plus possible. Ça, c'est toujours un red flag. Quand que dans leur pitch, le point, c'est de redonner à la société, là, ça, c'est toujours un gros red flag. D'ailleurs, il a réussi à endormir pas mal de monde, là. Il a donné énormément aux démocrates. Il y avait les histoires green. Les histoires green ont fait qu'il y a des artistes qui ont été attirés par ça, la femme de Brady, etc. Donc, pour un gars qui avait l'air de rien, il les a quand même charmés. Là. Tu sais, je veux dire, le gars, tu as raison, quand tu le regardes, il a l'air d'un attardé complètement. Là. Et tu sais, je voyais des vidéos avec Tom Brady et tout ça. Là. C'est malade qu'il ait réussi à convaincre ces gens-là de mettre autant. Là. Non, exact. Mais tu sais, c'est la preuve que quand tu as le bon narratif puis quand tu es du bon bord, écoute, tu peux faire embarquer du monde dans n'importe quoi. Là. C'est quand même, puis je pense que c'est quand même des gros montants. Je pense qu'il y avait quand même des commitments. Là, on va finir par connaître la vérité. Là, mais je pense qu'il y avait quand même des commitments en crypto qui étaient comme restés sur la plateforme. Donc, à quel point ils ont fait vraiment des chèques là, à ces artistes-là. Ça, c'est une autre histoire. Mais bref, cette histoire-là, ça ramène toujours pour moi, qui est le fondamental dans ce secteur-là. Les fondamentaux, pour moi, restent entiers. Là. Le plus important, c'est Bitcoin. En fait, Bitcoin n'est pas affecté par ça. C'est un joueur qui s'est planté en faisant des malversations quand même assez simples. Ça a un effet sur le Bitcoin. Mais là, tu vois, ça recommence à remonter un petit peu parce que maintenant, le monde réalise, OK, ça a un effet. C'est déjà comme moins 75% sur un an. Fait que la réalité, c'est que historiquement, ça a toujours été payant d'acheter les gros pullbacks. Là, tu vois, moins 50%, moins 75%. T'entreposes tes bitcoins de manière sécuritaire en dehors de ces joueurs un peu douteux. Wallet. Là. Donc, wallet, c'est pur et simple. Dans un wallet. Puis l'affaire que ça fait, je parlais justement avec un ami hier qui est un peu une de mes références sur le sujet. Puis il me disait, tu sais, il dit ce que ça fait quand tu enlèves tes bitcoins de ces plateformes-là, c'est que ça limite le levier de ces plateformes-là. Parce qu'eux autres, ils utilisent ça comme levier. Ils réhypothèquent les bitcoins qui sont sur les échanges ou entreposés, on l'a vu avec Celsius. D'ailleurs, FTX, la caisse de dépôt de l'Ontario, qui est Teachers, un des plus gros fonds souverains, un des plus gros fonds institutionnels en Amérique du Nord. C'est 150 ou 250? Ben, je pense qu'il y a 2 filiales pour plus de 200 millions, je pense. Ouais, c'est ça. Puis ça, honnêtement, là, s'il y avait eu... C'est incroyable comment un simple due diligence aurait pu être fait là-dessus. Même chose avec la caisse, avec Celsius. Ils se sont fait rouler dans la farine. Il y a même des rumeurs à l'effet que peut-être des gens qui auraient été payés par la bande en crypto pour faire embarquer dans le deal rapidement. Donc, ça, là, c'est quand même incroyable. En fin de semaine, il y avait des rumeurs aussi, là, parce que vous savez qu'un des plus gros joueurs qu'on voit, regardez, l'Arena, FTX avait les noms sur l'Arena du Miami Heat, mais Crypto.com a mis son nom sur l'Arena des Kings et la NBA, c'est les Lakers. Ensuite, ils sont un des plus gros partenaire de la F1, quand tu regardes ça, là, avec les Heineken de ce monde, puis Rolex et compagnie, donc Crypto.com. Mais là, en fin de semaine, je voyais dans la nuit, quand je me suis réveillé, je pense samedi matin ou dimanche matin, je voyais qu'il y avait un genre de thread qui était parti, comme de quoi que les gens devaient enlever leur argent sur Crypto.com, que ce serait les prochains. Il est arrivé quoi avec Crypto.com? Écoute, ça en a un autre que j'ai jamais vraiment compris non plus. Là. C'est c'est un peu le même principe. Là. Le point, c'est d'attirer les dépôts. Après ça, ils émettent leurs coins. Les autres, ils ont comme une carte aussi de paiement, mais pour avoir la carte, ça te prenait les coins. Fait que c'est toujours un scam c'est toujours un peu la même base. Là. Puis le but, la tentation ultime, c'est d'émettre ton propre coin et de spéculer en utilisant le coin comme collatéral. Fait que, tu sais, potentiellement que Crypto.com est aussi à risque.
Donc, c'est honnêtement le plus safe à l'heure actuelle dans ces gros-là, c'est probablement Coinbase, même si je ne suis pas un gros fan de Coinbase parce qu'ils sont dans le shitcoining quand même pas mal. C'est quand même une compagnie qui est en bourse et qui est auditée de A à Z. Là. Donc, je ne pense pas que Coinbase va faire belly up là, dans les prochaines semaines. Au contraire, c'est probablement un des plus solides, en guillemets, dans ces échanges traditionnels-là. Mais la leçon de ça, c'est acheter les pullbacks, retirer vos bitcoins des échanges, puis soyez patient. Dernier sujet rapide avant de te laisser, mon chum Joe. Les masques. On n'entend pas parler de ça bien dans le monde, mais ça en parle. Ça a commencé par l'Ontario. Bien sûr qu'on allait sauter là-dessus au Québec, surtout avec le mandat des médias. C'est clair que tous les médias, tous les chroniqueurs, même les journalistes en général qui ont à écrire un texte bien simple, vont aller voir les spécialistes, entre guillemets, qui vont recommander le port du masque à l'école, le port du masque dans les endroits publics. On commence même à parler peut-être de restreindre Noël. Donc, les médias ont un agenda assez clair. Du côté de l'Alberta, la première ministre, on l'appelle comment? C'est une première ministre, il l'appelle... complotiste. Complotiste. Complotiste, hein? Exact. La première ministre, Danielle Smith, la complotiste... C'est n'importe quoi. Elle a dit, les masques, moi je résiste à ça, ça va être non. Qu'est-ce qui va arriver ici? Est-ce qu'on aura une Danielle Smith qui va se lever en François Legault ou en Dubé? Qui va se lever de bout pour dire, non, on va recommander, et ça va finir là. Ben, je pense que c'est ça qu'ils vont faire ultimement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le pivot de COVID vers, entre guillemets, les virus respiratoires. Oui. Comme par hasard, c'est le retour de la grippe. Ça, on l'avait prédit là, dès 2020. Moi, je me rappelle, on avait eu cette discussion-là. Là, ils reviennent par la bande avec la grippe. Je pense pas qu'ils vont pousser pour plus de mesures parce qu'ils n'ont rien à gagner. Là. Si on regarde les incitatifs pour la CAQ, ils n'ont rien à gagner de poursuivre là-dedans. Ça va demeurer une recommandation, point final. D'ailleurs, ça démontre à quel point toute la pression et les obligations des dernières années étaient complètement ridicules quand tu vois à quel point ils sont prêts d'abandonner tout ça dès que l'élection est passée. Là. C'est quand même assez incroyable. Et surtout, ce qui est assez évident depuis, je pense, le début de l'automne, c'est le fait que les enfants sont le plus affectés par ça à cause du système immunitaire qui accuse un déficit en lien direct avec les mesures sanitaires excessives là, qu'on a eues dans les dernières années. Les enfants, les jeunes n'ont pas été exposés au virus qu'ils sont généralement. Ils jouent ensemble, ils vont à l'école, etc. Et tu as une certaine, je pense, immunité de groupe qui se développe. Ben là, le fait des isoler puis des garder à la maison, ça a créé cette bombe à retardement-là qu'on vit. Là. Moi, j'ai des amis avec des jeunes enfants, puis là, tout le monde est malade. Là. Pourquoi? Exact. Parce que, justement, et ça, on l'avait aussi prédit, je me rappelle qu'on l'avait prédit, que quand tu gardes les gens enfermés, c'est une bombe à retardement. Puis il y a quelques médecins, quelques spécialistes courageux qui l'avaient dit à l'époque. Mais ça va être incroyable de voir avec le recul le nombre, le dommage, les dommages collatéraux qu'on a créés sur la société avec cette folie-là. Ça ne fait que commencer, je pense. Mon feeling, c'est que, d'abord, c'est ce que les journalistes oublient qu'on doit retourner en urgence sanitaire pour imposer le masque. Ça, c'est le bout qu'il ne faut pas oublier. Et l'autre affaire, c'est que je suis un peu d'accord avec Jerry. Je pense qu'au début, j'étais un peu sceptique, mais j'ai l'impression, en parlant avec des gens autour de moi, que peut-être qu'on est à part, là, mais j'ai le feeling que les gens n'embarqueraient pas. Il y aurait peut-être une quantité... non, il y aurait, je suis d'accord avec toi, il y aurait une désobéissance. Et ils le savent, ça. Ouais. Ils le savent et ils ne veulent pas avoir l'air fou en temps. Honnêtement, ils ne veulent pas mourir sur cette colline-là. Non, exact. Thank you, Joe. Un plaisir de te parler. On se repogne mardi prochain. Mon nom est Jeff Fillion. On revient dans un instant avec la poubelle à Jeff, justement, pour finir aujourd'hui, mardi. Pirate. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. C'est un nouveau studio. Ah oui. Yes. Ça sent moins la poubelle. Il me semble qu'on est plus dans le neuf. De différents sujets aujourd'hui dans la poubelle à Jeff. J'ai d'abord, c'est quand même assez intense. On a des gens qui veulent pas faire d'enfants parce qu'ils ont peur des changements climatiques. Donc, quand on vous dit qu'il y a du monde... Ça m'a shaké, cet audio-là. Ben, c'est que... Ça m'a fait quelque chose. Les médias se rendent pas compte
de ce qu'ils sont en train de faire au nom des clics et au nom d'avoir des likes sur les réseaux sociaux des patentes de main. La vérité, c'est qu'à jouer cette game dangereuse-là, ils sont en train de faire des victimes pour vrai. Et c'est très triste, là. Je veux dire, c'est très triste d'entendre des gens qui nous disent « Ben là, moi, je ne veux pas faire d'enfant. Puis j'ai peur, donc j'ai 31 ans, puis je vais me faire couper le canal famille. » Parce que tu n'as pas de famille. Donc, voici le reportage de Radio-Canada, présenté par Patrice Roy toujours sur Twitter, by the way. Et je vois aussi beaucoup de tweets de Guillaume Lepage. Tous les gens qui voulaient quitter puis qui disaient que le tweet en chef était dangereux puis que c'était devenu une patente une poubelle à ciel ouvert. Bienvenue dans la poubelle à Jeff. Sont tous là, en passant. Ils sont tous là. Donc, Patrice Roy qui dit je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va rester ici, Patrice Roy, là. Puis finalement, il est toujours là. Il est toujours là. Donc, voici un bout du reportage de Radio-Canada hier soir. Pour Samuel Lesage et sa conjointe Anne-Marie Dubreuil, qui ont 31 ans, il est hors de question d'avoir un enfant. Si j'avais un enfant, j'aurais extrêmement de gêne en regardant dans les yeux, en lui disant ça va bien tout ça, alors en sachant que le monde court vers la catastrophe climatique en ce moment. Dans le monde dans lequel on vit, est-ce que ça fait du sens pour moi? Mais on a décidé que non. Il y a un an, Samuel a subi une vasectomie. Une prise de position. Pour moi, il y a quelque chose il y a un refus. Je refuse une certaine société qui, par son idéologie, nous dit « tout va aller bien, maintenons le statu quo, les enfants, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver, les enfants sont le porteur de l'avenir ». J'en ai pas foi en l'avenir, j'en ai pas du tout. Le couple est conscient qu'un enfant de moins sur Terre, ça ne résoudra pas la crise climatique. Selon la Banque mondiale, l'empreinte carbone des Canadiens est 3 fois plus importante que la moyenne mondiale. Bref, ça, ce n'est pas n'importe quoi. Notre chose. Ouais, on vit dans le Nord, là, by the way. Là. On chauffe, là. Il faut survivre. On vit dans un grand territoire où il n'y a pas beaucoup de monde, puis il fait moins 30 depuis... Il fait moins 28 depuis 2 semaines dans l'Ouest canadien, les amis. Là. Ça prend de l'énergie pour chauffer une maison, mettre ça à 20 degrés. Est-ce qu'on doit être mal de ça? Excusez-moi, ils sont complètement sautés sur le crin. Et ces jeunes-là de 31 ans, vous savez, dans la vie, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous décidez d'être à la maison puis de faire des affaires qui sont complètement flyées à mes yeux, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Vous voulez avoir des enfants? Pas de problème. En fait, le nombre que vous voulez. Vous n'avez pas d'en avoir, vous n'avez pas d'en avoir. Mais c'est quand même spécial de voir ces enfants. C'est des enfants gâtés, c'est des enfants rois, là. Les enfants rois qui trouvent qu'ils en ont trop. Ils sont mal avec le système dans lequel on est. Ils sont très mal. Mais je regarde alentour de lui, beaucoup de livres, la bouffe qu'il est en train de préparer. Je ne dis pas qu'il vit dans le grand luxe, mais il vit dans un certain confort que beaucoup de gens, incluant des fois les avant-boomers, les boomers aussi, qui ont fait l'ouvrage, nous autres, après ça, qui ont suivi, dans un paquet de pays dans le monde où on s'est repoussé, on a amélioré les choses, on n'est pas parfait, mais si on compare ce qu'on était il y a 50 ans, il y a 100 ans, on est rendu bien plus loin. De là, ça va bien. Il y a une manière... La vie est plus douce, là. La vie... Entendu, ben oui. Écoute, ma grand-mère avec 14 enfants, pas de laveuse et pas de... tu sais, les autres, ils ont un lave-vaisselle. Là. C'est ça. 32 heures de travail, c'est une semaine de travail. Oui. Vous entendez que c'était pas de même dans le temps? Là? Écoute, des fois pour l'ouvrage, on dit les jeunes hommes devraient aller dans l'armée 2 ans. C'est le genre de patente qu'on pense, là, pour leur donner un certain sens, puis leur donner une certaine discipline. Donc, ça lui ferait du bien. Mais je pense que pour beaucoup, en tout cas, c'est pas tout de même. Là. Je connais, moi, des gens de 22 ans qui ne pensent pas de même. Je connais des gens de 30 ans qui ne pensent pas de même, 0. Mais ces gens-là, là, pourquoi vous abandonnez pas ce que vous avez? Puis que vous vivez pas une vie très, très simple. Une genre de simplicité volontaire. Puis moi, tu sais, je veux dire, OK, Corée du Nord, c'est un peu saucé, le gars est complètement malade. Oui, il y a un régime de dictateur à Cuba, mais au moins il fait soleil. Allez vivre à Cuba 2 ans. Il n'y a pas de café avec des copes, là. Non, il n'y a pas de café avec des copes, là. Il n'y aura pas de Starbucks, là. Il n'y a pas de Starbucks. Il n'y aura pas de Starbucks. Il y a quasiment peu de poulet, là.
Le lait que je vois sur le comptoir, il y a du lait, ça va être du lait de chèvre, puis c'est so pas mal. Là. Il va y avoir beaucoup de lentilles. Beaucoup de légumineuses. OK, puis peut-être qu'ils sont végétariens, probablement qu'ils le sont d'ailleurs, mais vous allez voir, vous allez vivre la misère. Vous allez revenir ici en broyant. Vous allez revenir ici en broyant. Vous allez baiser les pieds du système dans lequel vous êtes en train de cracher en ce moment. Quand vous allez tomber malade, vous allez avoir des médicaments. Oh, je comprends, là, les grandes compagnies pharmaceutiques, mais quand même, c'est ça qui nous permet de ne pas aller une chance. Si on devait aller à l'hôpital comme on y allait avant parce qu'il n'y avait pas de médicaments, imaginez-vous comment les hôpitaux seraient en ce moment. Les médicaments, les traitements, les ci, les ça, tout ce qui vous donne un break. Et là, vous tombez en 1948 à Cuba. Vous allez revenir ici en courant. Là. Tout ce qui vous donne la possibilité de vous brainwasher raide sur l'histoire des changements climatiques, bien, vous n'auriez pas accès à ça. Là, parce que avoir accès à Internet à Cuba et avoir accès à toutes les choses que vous recherchez pour vous craquer, ça va être dur. Là. Donc, faites le don. Faites le don. Puis, sincèrement, crissez-nous patience. OK? Moi, je ne vous parle pas de mes foleries. J'en fais des foleries, je ne m'en parle pas. Quand vous êtes dans la folie, gardez ça pour vous autres. Allez pas à TV faire des fous de vous-même. Ça n'a aucun sens. Yellowstone, on a eu 2 épisodes pour lancer sur Paramount Plus, donc au Paramount Network, que ça a été diffusé. Donc, record. Tu sais, c'est pas un réseau hyper populaire, mais 12,1 millions de viewers c'est du stock. Pour Yellowstone saison 5. Je sais que Sheridan ne veut pas qu'on dise ça, que c'est une série woke, puisqu'il il ne veut pas décevoir ses amis gauchistes. Mais c'en est une, ça fait du bien, il n'y a pas de woke là-dedans. Donc, 12,1 millions pour c'était épisode 1, épisode 2, parce que c'était un spécial de 2 heures de Yellowstone. Et je pense que la série Tulsa, quelque chose avec notre chum Sly Stallone, a également été diffusée sur le Paramount Network et disponible sur Paramount Plus pour les gens qui sont abonnés. Dans mes petites affaires que je veux vous donner, bon, il y a toutes sortes de choses sympathiques dans les patentes, mais une des choses... D'abord, Tom Brady, tu m'as parlé de Tom tantôt en ouverture. Oui. Tom et Gisèle. Tom a enlevé son header de Twitter. OK. Où il y avait une photo de famille avec Gisèle dans la famille. Dans la photo, donc Gisèle n'est plus là. Gisèle a disparu parce que probablement qu'il a appris en même temps que nous que Gisèle se faisait faire du plaisir et des frissons par un Brésilien qui fait du tchou-tchou-tchou. Du jiu-jitsu. Du tchou-tchou-tchou. Mais la patente que je veux vous parler, c'est dans le cadre de l'environnement et des changements climatiques. Je ne comprends pas le lien. Mais c'est... je n'ai pas pesé sur l'article, je vais vous dire. Je pèse sur très peu d'articles. Je ne veux pas les enrichir. Donc... mais j'ai vu l'article « Encore trop de matière jetée aux poubelles ». Et là, on voit des pains ou je ne sais pas trop, des galettes qui sont jetées dans un conteneur d'un supermarché. Et là, on met ça sur l'environnement, les changements climatiques. C'est quoi le rapport? J'essaie de comprendre. Mais je pense qu'on est tous concernés par ça. Parce que, ultimement, le plus grand choix... Attends, slack un peu. Un peu, mon homme, merci. Le grand choix que nous avons dans les épiceries. Et by the way, je suis allé hier soir encore, je partais du bureau hier vers 6h, 6h30. Je suis allé faire un tour au panier extra. Je sais qu'on fait de la pub, là, puis on est hors pub. Mais sérieux, avec le prix de la bouffe en ce moment, le prix des épiceries, vous ne pouvez pas vous passer... Incontournable. C'est incontournable. J'ai une visite par semaine. Ben oui. Ça, c'est stédé. Donc, écoute, ça fait mal de voir de la bouffe jetée. Il y a des histoires de dates. Il y a un paquet d'affaires bizarres à régler, mais je suis là... peut-être qu'on va s'entendre finalement avec la gauche. Là. Oui, il y a du gaspillage, mais c'est relié un peu à nos choix. T'sais, on veut des épiceries qui ont beaucoup d'offres, on veut des produits diversifiés, on veut un paquet d'affaires. Donc, les épiceries, eux autres, sont en concurrence contre l'autre. Ils veulent impressionner le consommateur, puis ils gèrent très mal les inventaires. Et ultimement, il vient avoir une paresse de la part des grands épiciers. Et tout le monde est dans le même bain. Et ces innocents-là n'ont même pas tendance, des fois, tu sais, ça serait été bon là, que ça soit donné
une banque alimentaire ou un endroit, une cuisine communautaire, puis on est en train de nourrir des gens avec ça. Ben non, c'est carrément dans le... C'est dégueulasse, sérieux, c'est carrément dégueulasse. Mais on paye tout pour ça. Parce qu'ils deviennent très, très, très lâches. Ils deviennent... Tu sais, c'est la facilité. Et c'est calculé dans le prix. Donc, tout ce que nous consommons, mettons, tu achètes un pot de moutarde à 3 piastres. Il y a un 10 cents pour le vol. Il y a telle affaire pour l'administration. Il y a du profit. Mais tu as probablement un 10-15 cents de perte. C'est la même chose dans les choses. Les légumes, c'est encore pire. Donc, le montant est encore plus gros. Dans la viande, c'est encore énorme. Dans les viandes, dans les charcuteries, c'est aussi énorme, même si les charcuteries se gardent un peu plus longtemps. Donc, il y a un coût collectif à ça. Et moi, vous savez que... Parce que là, à un moment donné, il va falloir en parler. L'épicerie coûte cher en joie le vert. Puis il va peut-être falloir réglementer. Puis j'aime pas ça parler de ça, mais c'est parce que là, il y a vraiment de l'abus. Là. Il y a vraiment... Et avec l'inflation à ce niveau-là, je vous dis pas qu'il faut mettre des fonds la tête première d'un conteneur, mais il faut que les grandes épiceries soient conscients que peut-être il y a une chose qu'ils sont capables de mettre 2 fois dans le rack, au lieu d'en mettre 10 et d'en jeter 8. Ça peut arriver. La première fois que tu essayes un produit, tu achètes du Beyond Meat, tu veux vendre de la viande, pas viande. Puis tu te dis, ben écoute, on va la présenter, on va l'offrir. Bon, elle se vend pas. OK, on en jette. On va en mettre encore. On va essayer. Mais quand ça fait 2 mois que tu en achètes pour 1000 pièces puis tu en jettes pour 980 pièces, ben arrête de l'acheter pour 1000 et achète 100 pour 50. Puis comme ça, ben tu ne me refileras pas le prix sur tout ce que je consomme parce que tu n'es pas capable de gérer tes inventaires. Puis quelqu'un du domaine m'a déjà dit, il y a longtemps, il dit, moi j'ai dit, coudonc, mettez un prix spécial. Il reste 1 journée, 2 journées. Je sais qu'il y a des... Walmart fait ça. Walmart le fait, certaines places le font, mais il dit, ils n'ont pas intérêt à le faire parce que les gens vont attendre que le pain, il reste 1 journée ou 2, puis ils vont acheter le pain à 1 pièce. Ils n'achèteront pas le pain à 4 pièces. Les yogourts, c'est pareil. Donc, ils n'ont pas intérêt à mettre des rabais pour liquider quand les dates arrivent ou proches comme ça. Moi, je trouve ça dommage. Mais il y a une sacrée cuisse de poulet d'un vidange que mettre un rabais dessus pour la dernière journée. Walmart le fait, ça je dois le dire. Oui. Walmart le fait, mais... Il y a d'autres places qui le font, mais c'est assez rare. Oui, effectivement. Petit clin d'œil de même, je sais que tu as parlé des permis de conduire pour les personnes âgées. Très drôle de voir Gilles Proulx. Gilles Proulx, le nationaliste, ben il y a un côté xénophobe aussi, il ne faut pas se le cacher. C'est quelqu'un qui, si tu parles pas français, m'a dit de quoi tu es un méchant trou de cul. Mais c'est drôle de voir Gilles Proulx crier haut et fort, je pense que c'est avec Québécois, comme de quoi que les vieux de 75 ans et plus ne devraient pas être discriminés de cette manière-là dans ce que tu as parlé tantôt pour les permis de conduire. Et là, ils pognent les nerfs bien raides. C'est drôle, hein? Quand c'est des affaires pour les jeunes, les sports, l'école, voir les amis. Qui restent chez eux. Restent chez eux. Mais la minute... Ça, on l'a toujours dit. Quand il y a des règles extrêmes, quand les gens ne sont pas touchés par ces règles-là, sont souvent les gens qui défendent la patente. Et là, tout d'un coup, on sait qu'on va y pogner sur d'autres choses. Ça n'a pas trop pris de temps. Là, c'est une patente que le gars est rendu pour moins de 80 ans. Ça le touche. Oh, là, vient pas toucher. On pourrait dire la même chose. Reste chez vous, Gilles. Oui, exact. Très bonne idée. Reste chez vous. Reste chez vous, Gilles. Tiens-toi. Oh, Petite affaire avant de partir. Vas-y donc, tu donnes vite, une petite dernière. Huberdeau. Ouais. Il a scoré son 2e but. C'est un de mes joueurs préférés, Huberdeau. Huberdeau, Jeff, l'année passée, 30 buts, 85 passes, 115 points. Est-ce que tu penses que c'est Huberdeau le problème? Non, moi, je pense que c'est Daryl Sutter, le coach. C'est sûr. Moi, je pense que c'est Calgary. Comment? Moi, je pense que c'est Calgary le problème. Tu penses que c'est la ville? Moi, je pense qu'il ne voulait pas aller jouer là. Ah ouais? Oh. Il a été échangé, lui, hein? Il n'a pas signé. Il était en Floride, là. Lui, il a été échangé, ouais. Il y a un coup de... Ouais, il y a plusieurs choses, mais quand même, il joue sur le 3e Je comprends trio. ce que Mr. White dit, mais je pense que c'est une question de coaching. Sutter, il a fait Chicago, San Jose, il est allé à Calgary, il est allé à Los Angeles, il est revenu à Calgary. Là, arrêtez, le sac à coach. Là. Moi, j'ai plein mon casque. Ce gars-là, il a 100... Ça, c'est unique, hein? Un gars de 115 points qui joue sur le 3e trio. Non, c'est incroyable. Ça s'est jamais vu dans la Ligue nationale. Moi, si j'étais le DG, les lumières allumeraient toutes. Alors, moi, le DG descend en bas, je vais être calé dehors. Exact. Je jette ça, Jerry. Thank you, man.
Voilà pour la poubelle à Jeff. Gros show! Ho, ho, ho! On est toujours en train de s'aménager dans nos nouveaux studios. Aujourd'hui, c'est l'installation de toiles pour le soleil. Ben oui, j'ai le soleil d'en face, là. Préparez-vous pour pas de soleil demain et pas de soleil après-demain. De la neige, 10, 15 cm, même des places, 20 cm. Good luck, bon hiver. RadioPirate.com. Radio Pirate.